Cette hebdo édition du dimanche 20 décembre 2020. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Système intégré de gestion informatisée des personnels de l'État et de la solde. Le Cameroun retente l'expérience après l'échec de CJPS 1 et 5 ans après les premiers cris de CJPS 2. Que faut-il faire pour que ça marche enfin? On en parle en entrée de cette émission et on reviendra également sur ce 10e rapport de la CONAC. Selon les plaintes formulées par les usagers, le ministère des Finances serait l'administration la plus stigmatisée, suivie des affaires foncières et des forces de maintien de l'ordre. Si la CONAC se félicite du nombre de dénonciations, passé de 482 à 23 048 en juillet 2020, de l'indice de perception de la corruption passé de 6,6% à 0,73% et des 1652 milliards de francs CFA épargnés par l'État. On interrogera avec les panélistes sur le plateau ces avancées. Se font-elles ressentir véritablement dans la vie de tous les jours? Et pour sortir de cette émission, nous dirons un mot sur l'élection régionale du 6 décembre dernier, à l'heure où les partis politiques se préparent pour la session de plein droit. Ce sera le 22 décembre. Donc on parle de tous ces sujets avec vous, Maître Roland Diouvou. Vous êtes avocat, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Ganzeux, bonjour à votre panel, bonjour aux téléspectateurs de cet hebdo. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation chaque fois que cela est possible. D'accord. Avec vous, on commente la fin de parcours de Célestin Djamène au mouvement pour la renaissance du Cameroun. De votre posture de militant, comment est-ce que vous appréciez ce départ? Je veux dire, le secrétaire national aux droits de l'homme manquera-t-il au MRC? Je suis très mal à l'aise d'avoir à commenter la posture. C'est un de vos anciens camarades. Oui, je n'en disconviens pas. Je dis donc que je suis assez mal à l'aise de commenter quelque chose qui s'est fait en public et qui, me semble-t-il, se passe de tout commentaire. Je peux simplement... Est-ce qu'il va manquer au MRC? Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas si le MRC lui manquera aussi. Ce que je peux dire, c'est que le président élu, le professeur Maurice Kamto, avait indiqué à l'occasion que le train de la Renaissance est un train qui est ouvert à tous les Camerounais et qui s'arrête chaque fois qu'il y a une gare. Ceux donc qui ne sont pas d'accord avec la poursuite de l'itinéraire de ce train il leur est loisible de descendre. Et donc il me semble que M. Djamène a saisi l'occasion d'une de ces gares pour changer de cap, ce qui est parfaitement son droit. Et je n'ai pas à commenter ce qui relève du droit de tout un chacun. En tout cas, le commentaire que je peux m'autoriser, c'est de dire qu'il a quitté les rangs, comme beaucoup sont en train de rejoindre les rangs. En fait, ce que je peux lire entre les lignes, c'est que le train va continuer de suivre son parcours, puisque M. Djamène n'était pas le pilote du train, n'était pas le conducteur du train, c'est bel et bien le professeur Maurice Kamto. En fait, c'est ce que je lis entre les lignes. C'est un truisme. Si vous dites que M. Djamène n'était pas le pilote du train, c'est pas comme si c'est une nouveauté, c'est pas comme si c'est une révélation. Donc, en fait, le train va continuer son bonhomme de chemin. Le fait est qu'il n'est pas le pilote de ce train, le conducteur de ce train. Il a choisi, à un moment donné de sa trajectoire politique, de quitter une famille politique qu'il avait à un moment donné aussi choisi d'embrasser. Il me semble que c'est la logique de base et qu'il est libre d'avoir le parcours politique qui lui convient. Qu'est-ce que vous lui souhaitez justement? Mais je n'ai pas à lui souhaiter quoi que ce soit, mais en élégance politique, voilà. Que je lui souhaite le meilleur. Honnêtement, je crois que la politique est un jeu. C'est un jeu dans lequel s'affrontent des idées. Et donc, s'il estime qu'il a mieux à faire ailleurs qu'au MRC, je lui souhaite le meilleur. Surtout si c'est pour le bien du petit peuple qui souffre et pas simplement pour les quelques-uns qui voudraient bien se partager le vin au détriment de ceux qui n'ont même pas de l'eau. En bon camerounais, on dira compreneurs comprennent. Bref. Serge Gauthier Onanina du PUR, c'est également avec nous. Bonjour, monsieur Onanina, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame Ganzeux, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci de me convier à ce café politique. Avec vous, on parle de la libération, entre guillemets, de Maurice Kamto. Quel avenir, finalement, pour le combat politique de l'homme qui, à peine libéré, on va le dire ainsi, a affirmé que le combat n'était pas terminé? Question inadaptée pour le PUR, parce que je parlerai ici de Serge Espoir Matomba. Vous êtes un homme politique, oui, vous savez, je parle de Serge Espoir Matomba. Je communique pour Serge Espoir Matomba. Je ne fais pas de la publicité aux concurrents. Mais sauf que vous êtes également un observateur de la scène politique en tant Sauf que là, vous ne me parlez pas de l'arrestation de Camerounais, mais vous me parlez d'un leader d'un parti politique. Donc, vous m'obligez à lui faire de la publicité sur le plan professionnel. Ça ne tient pas. Est-ce à dire que son combat politique ne va souffrir de rien quand vous dites que je vous oblige à faire finalement de la publicité pour le professeur? Écoutez, je pense tout simplement que dans les appareils auxquels nous appartenons, nous avons certes
le devoir de solidarité. Mais chaque parti politique et chaque leader se trace une trajectoire et un cap. Une trajectoire et un cap. Quand je l'ai dit maintenant, vous me posez une question de savoir qu'est-ce qu'il en sera de son avenir. Vous me demandez là de lire dans les boules de cristal par rapport à l'avenir d'un leader. L'avenir du combat politique, le MRC de Maurice Kamto n'étant dans aucune instance finalement, ni dans un conseil municipal, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, nulle part. Ben écoutez, les partis politiques ont trois fonctions. Oui. Fonction d'alerte, c'est-à-dire indiquer clairement, identifier ce qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Fonction tribunicienne, occuper toutes les positions, tous les lieux d'expression pour pouvoir exprimer sa position, mais surtout fonction de direction, c'est-à-dire occuper des positions de pouvoir pour pouvoir contribuer à transformer la société. On dit souvent que les partis politiques, dans ce cas, stabilisent le régime démocratique. Si on n'est pas dans les fonctions de direction, on peut quand même être dans les fonctions d'alerte et les fonctions tribuniciennes. Nous avons 318 partis politiques au Cameroun, statistiques à l'appui. Donc il me semble que ceux qui veulent animer le débat politique peuvent l'animer. Mais il y a une différence, et j'en discutais dans un forum, les gens disaient, il y a des partis qui contrôlent la météo politique. Il faut faire très attention, et là on parle vraiment technique. Le contrôle de la météo politique dans un pays relève de deux déterminants, de ce que la loi prévoit et de comment les institutions fonctionnent. Ça veut dire quoi simplement? Qu'est-ce qui définit? Pour qu'il y ait une élection, il y a une loi qui le dit et il y a quelqu'un qui décide. Pour qu'une route se construise, il y a quelqu'un qui décide et il y a une loi qui le dit. Le fait de prendre position pour un parti politique et de donner son avis sur les dysfonctionnements du système gouvernant, comme nous le faisons dans l'opposition, ce n'est pas contrôler la météo politique. Les gens utilisent des expressions, et je vous parle, vous pouvez vérifier. Si vous voulez, on prend les indicateurs. Le fait de débattre au quotidien pour nos partis politiques, de faire des suggestions, n'a pas d'impact, ne peut pas impacter si ceux qui gouvernent et qui ont la majorité ne décident pas de changer. Ça ne peut changer que si nous-mêmes nous occupons ces positions de pouvoir. C'est une vérité. Merci Monsieur Onaninan d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, plutôt de ce côté-ci, nous recevons le docteur Marceline Simo, enseignante à l'Université de Douala, militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour docteur et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour, Marcel Simo. Marcel, pardon. Voilà. C'est un plaisir de vous retrouver déjà. Bonjour aux copanélistes, bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Alors, une note d'humour avec vous. Comment est-ce que vous analysez, vous, du point de vue sociologique, ce nouveau phénomène sur les réseaux sociaux, le syndicat? En entrée d'émission, je pense que quelqu'un demandait au professeur, je crois que le professeur justement demandait, alors, le micro. Ah oui. En entrée d'émission, justement, je pense que le docteur posait la question à Serge Gauthier Onanina pour savoir s'il était également membre du syndicat. Ah ben voilà. Oui, justement, pour dire que c'est un concept, justement, pour embrouiller, hein, je vais dire ça comme ça, pour embrouiller les populations. Mais il faudrait que les femmes l'observent autrement. Parce que c'est une expression simplement pour demander aux femmes de se mettre au travail, de se réduire, n'est-ce pas, à la mendicité, moi je vais appeler ça comme ça, à l'action de toujours demander. Parce que, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été surprise un jour de rencontrer une femme qui arrive quelque part, elle n'a pas de sous sur elle, elle n'a pas d'argent, mais parce que le monsieur lui a dit, trouvons-nous dans tel endroit, elle va, elle s'assoit et elle passe une commande. Mais je vous assure, elle n'a pas un franc dans sa poche. Et voilà, malheureusement, le monsieur ne vient pas. Et vous imaginez dans quel comportement, dans quel état la jeune fille va se retrouver en train d'appeler, au départ ça sonne, et à un moment, ça ne sonne plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, vous observez, vous regardez et vous vous dites, c'est une femme, je vais peut-être payer aujourd'hui, mais ça va lui servir de leçon. Donc je crois que ce syndicat, simplement, c'est pour montrer aux femmes que nous sommes au XXIe siècle, il est temps que les femmes s'assument, même financièrement, ça je le dis toujours, et arrête de penser que l'homme va leur donner tout ce qui est nécessaire, surtout sur le plan financier. Donc c'est un peu à ce jeu, lorsque vous voyez des hommes, ils vont vous dire, je suis membre du syndicat, je suis président du syndicat, je suis secrétaire du syndicat, mais en principe, c'est pas, il n'en est rien, c'est pas une histoire de 2000 francs, c'est pas,
ils sont allés plus loin en étalant, je vais vous dire, en étalant des prix, en disant des femmes, voilà, que même parapes, voilà une expression qui s'en découle, même parapes. Et ils sont allés même plus loin en étalant, n'est-ce pas, un tableau de prix en fonction de la qualité de la femme. Ouais, pour mener le débat un peu plus haut, docteur, si vous demandez aux femmes de s'assumer financièrement au même titre que les hommes, ça veut dire que vous demandez également aux femmes d'exercer les mêmes fonctions que les hommes et d'être rémunérées à la même hauteur finalement que les hommes. Attendez, nous parlons d'égalité. Ça ne devrait justement souffrir de rien. Non, non, nous parlons d'égalité. Et d'ailleurs, nous réclamons régulièrement l'égalité. Ça, je le dis aux femmes. Nous réclamons régulièrement l'égalité. C'est quoi l'égalité? Si à chaque fois, c'est lui qui vous payera le torsi, si c'est lui qui vous payera tous les jours des vêtements, si c'est lui tous les jours qui vous payera l'argent des coiffures ou alors manicure, pédicure, je pense qu'il y a problème. Parce que le désir pour la femme de travailler, alors le fait que la femme travaille ou s'assume personnellement, ne voudrait pas dire qu'à un moment ou un autre, ce que son homme l'accompagne par des petits présents. Là, ça ne souffre de rien. Mais que ce ne soit pas une habitude, que ce ne soit pas une obligation, du point où s'il ne donne pas, vous ne faites rien. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que ça ne commence pas justement, on a ce problème-là, par exemple, dans les régions du Grand Nord, où on a souvent, on a justement parfois parlé de ces filles qui n'avaient pas les mêmes chances que les hommes. Est-ce que ça ne commence pas justement à la base, à ce niveau-là? Non, là maintenant, ça veut dire qu'on appelle également à une réaction des gouvernants, finalement, donner les mêmes chances aux filles qu'aux garçons dans toutes les régions du Cameroun. Là maintenant, non, pas au gouvernement, mais à la culture. Parce que là, c'est un problème culturel. Le gouvernement a tout mis sur pied. Je crois qu'en ce moment, vous n'êtes plus d'accord. Non, ça, je vais le dire. Le gouvernement a mis, Camerounais surtout, a tout mis sur pied pour asseoir une égalité au niveau des gens. Au niveau de l'éducation, rassurez-vous, il n'y a pas des écoles pour garçons, il n'y a pas des écoles pour filles. Au niveau des concours, lorsqu'on vous dit voilà un concours, il n'y a pas un concours pour garçons, un concours pour filles. C'est ouvert à tous les sexes. L'éducation est ouverte à tous, il est neutre. Maintenant, il y a ce problème culturel qui vient impacter, n'est-ce pas, la mentalité ou alors des parents et les comportements que les parents vont adopter ou alors traduire dans leur maison. C'est de ça qu'il est question. Et vous avez justement bien fait de parler de la partie septentrionale qui ont cet esprit jusqu'aujourd'hui, malgré les efforts qui sont faits, qui ont encore l'esprit selon lequel la femme, elle est faite pour la cuisine. Maintenant, progressivement, même dans cette partie-là, il y a une nette amélioration. Qui doit justement mener ces sensibilisations? Je crois que tout le monde, des politiques, des intellectuels, tout le monde devrait s'y mettre. Là maintenant, nous sommes en train de toucher l'aspect culturel. Il faudrait que régulièrement, les médias, les hommes politiques, les personnes intellectuelles, tout le monde essaye de faire comprendre le bien fondé de l'égalité au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, pour que demain des actions soient vraiment équitables. Merci docteur. À côté de vous, on reçoit Joseph Espoir-Billon. Il est le 6e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Bonjour monsieur le maire et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à tous les Camerounais, bonjour aux prisonniers qui sont actuellement Alors, j'ai justement eu envie de vous dire également que vous êtes militante du PCRN, sauf que depuis quelques temps, vous avez été suspendu. Vous n'avez pas le droit de prendre la parole dans les médias au nom de votre parti politique, le PCRN. Commentaire peut-être? Oui, un bref commentaire, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire ici pour ne pas s'attarder sur des détails comme ça. J'ai pris acte d'une note qui a été envoyée dans mon WhatsApp, me faisant savoir que j'étais suspendu de ne plus parler publiquement pour le compte du parti. Je voudrais rappeler à l'opinion nationale ici que pour le cas de la région du littoral, le porte-parole du PCRN s'appelle Christian Diokongo. C'est lui qui parle au nom du PCRN et pas moi. J'ai aussi appris que le conseil de discipline se désolidarisait de me dire. C'est comme si au moment où je le disais, on était solidaires. Bon, c'est normal, c'est leur liberté, de devrait se désolidariser, je ne vois pas que c'est une sanction. Et pour finir, j'ai appris en 3e point que j'étais suspendu de toute activité du parti. J'ai dit, mais à ça, au moins ça me permet d'économiser quelques miettes de taxes que je devais payer pour aller à ces activités. Donc, voilà de manière grosso modo ce que j'ai appris dans le document qui circule dans les réseaux sociaux. Mais vous dites avoir reçu justement ce document sur WhatsApp. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi n'avoir pas assisté à ce conseil de discipline qui statuait sur votre cas justement? Parce que je n'avais pas envie. Simplement. Vous pensez que nous sommes dans un pays de liberté, n'est-ce pas? Et qu'un Camerounais peut décider de ne pas assister
un conseil de discipline s'il estime que c'est inopportun. Et vous savez, quand vous avez des convictions et vous avez l'impression que on a dérogé, que moi je suis militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et ce qui m'est reproché, c'est qu'au 6 décembre 2020, j'ai pris la parole en disant je vais adresser ce soir, je vais faire ce soir un appel à l'endroit du professeur Maurice Kamto pour lui dire que nous sommes désolés, de ne l'avoir pas écouté, nous sommes désolés de n'avoir pas compris. Quand vous disiez nous sommes désolés, vous parliez du PCRN, vous parliez de vous parliez de qui exactement? Au moment où je dis nous, oui. Lorsque vous parlez de vous parlez souvent de qui? De nous. C'est une façon. Vous savez, dans le contexte, dans le style langagé, le nous est une politesse. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que j'ai dit que nous, ça veut dire que Onani est avec moi, ça veut dire non, que je veux dire, qui parlait à ce moment-là? C'est Guillaume Joseph Espoir qui parlait à la sortie. Parce qu'il faut vous dire un truc. En ce moment où je parle, le PCRN n'a pas signé un mandat pour me demander de parler en leur nom. Je ne suis pas candidat à la liste des régionales, beaucoup de gens ne le savent pas. Dans cette liste où je me suis impliqué corps et âme, je ne suis pas candidat. On n'est pas ici pour parler de ce que j'ai fait, mais bon, je vous dis que je me suis impliqué corps et âme. Allez, vous êtes journaliste, allez faire vos investigations. Mais on perd une élection et je tire les conséquences de cette défaite. Et sur la base de ce que j'ai tiré comme conséquence, je fais des déclarations qui n'engagent que moi. Vous comprenez? Et je les assume jusqu'à ma tombe. Je ne compte pas retirer un seul mot de ce que j'ai dit ce jour. Maintenant, chacun est libre d'interpréter à sa convenance. Nous sommes dans un pays de liberté. Je peux dire que Madame Leila est belle sur un plateau. On va dire à mon épouse à la maison que votre mari vient de déclarer sa flamme aux journalistes. Donc chacun est libre de prendre mes propos et d'en faire ce qui est sien. Justement. Pour le moment, oui. Au moment où je l'ai dit parce que je le pensais et je n'ai jamais regretté ce que j'avais dit en ce moment. Je ne compte pas le faire. Et je voudrais dire une autre chose. On m'a reproché de vouloir entrer au MRC ou... Justement, c'est l'une des retombées. Finalement, vous êtes devenu le chouchou des militants, enfin, des partisans. On ne va pas dire militants parce qu'on n'a pas vérifié s'ils ont des cartes de membres du MRC. Finalement, vous êtes devenu le chouchou des partisans du MRC sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on sache une chose ici. Le professeur Kamto et l'honorable Cabral Libi sont deux figures emblématiques de la politique camerounaise. Il faut être stupide pour nier cela. Au jour d'aujourd'hui, depuis l'élection présidentielle de 2018, deux figures se sont dégagées et jusqu'à date, ils continuent à faire couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre de salive, dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans la presse, dans tout ce que vous voulez. Je crois que ces derniers jours, vous en faites couler tout autant. Et ce qui est vrai, c'est que lorsque vous vous appelez Joseph Espoir Bion, 6e adjoint au maire à la mairie de Douala 5e et militant PCRN, et vous vous adressez une parole comme ce que j'ai adressé en ce moment au professeur Kamto, ça ne va pas laisser les gens indifférents. C'est la preuve que le professeur Kamto n'est pas une personne lambda. C'est la preuve que ce n'est pas n'importe qui. J'aurais pu dire ça, sans prétention aucune, de Serge Espoir Matomba, qui est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Ça n'aura pas eu cet effet. Le problème, c'est que c'est Kamto. Non. Vous n'avez pas un indicateur qui démontre que ça n'aurait pas eu les effets. Vous avez un appareil? Permettez. Non, je ne permets pas. C'est ce que je pense en tout cas. C'est ce que je pense. Vous pensez, mais vous avez donc tort. Limitons-nous à ma pensée, c'est moi qui ai la parole. Non, vous n'avez pas la parole parce que vous venez de faire quelque chose de très grave. Limitons-nous. Je vais vous empêcher de l'avoir. Je vous dis donc que vous avez dit la même chose concernant les élections. Vous n'êtes pas Elekam. C'est l'ECAM qui juge une élection. Je peux quand même chuter. À partir du moment où vous êtes impoli, on vous la rend de façon violente, on vous la casse sur le visage. Merci Serge. Ça s'appelle de l'impolitesse. Parce que vous-même, vous ne valez rien en dehors d'être maire. Serge Gauthier. Et il y a quelques mois, vous étiez un Serge Gauthier. Quand vous parlez de figure. Serge Gauthier Onanina. Merci. Je cherche encore à savoir. Merci Serge Gauthier Onanina. Vous étiez hier. Serge Gauthier Onanina, merci. Vous terminez, monsieur le maire. Vous terminez. Je vais terminer en disant que j'étais candidat à l'élection municipale de février 2020 dans le Vouri. Serge Espoir Matomba aussi était candidat. Il a conduit une liste de coalition à Douala 4e, j'ai conduit une liste de coalition à Douala 5e. Au final,
je m'en sors avec 11 conseillers municipaux. Serge Espoir Matumba, au final, avec sa coalition, il s'en sort avec 3. Allez mesurer qui dépasse qui. Pour le moment, je reviens à l'essentiel. On dit déjà conseiller municipal, on ne dit pas municipal. Pour le moment, je voudrais vous rappeler que Madame Foning était la première homme d'affaires du monde, homme-femme d'affaires. Mais ça n'a pas empêché que c'est une figure emblématique à Douala 5. Donc, si AOPUS continue à faire des cours de français, je les invite à faire davantage. Je ne vais pas faire davantage parce qu'un homme politique, ça prend bien la parole en public et ça fait bien s'exprimer. À l'essentiel. Pour le moment, je continue de considérer le PUS comme étant une distraction et qu'on a besoin de travailler cohérent. Vous considérez le PUS comme étant une distraction? Je voulais juste être certaine d'avoir bien entendu. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord, ok. Donc, pour le moment, vous comprenez que je serai obligé de réagir. Oui, je vous permets de réagir. C'est pour ça que allez-y, monsieur le maire, vous terminez. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est que les Camerounais, les véritables Camerounais qui croient en un véritable changement le moment venu, qui se mettent main dans la main, qui travaillent ensemble, qui construisent une dynamique patriotique qui sortira notre pays de ce système néocolonial que nous avons hérité de nous. En 30 secondes, avant que Serge Gauthier ne réagisse, comment est-ce que vous, justement, vous expliquez l'échec du PCRN dans l'Union Ekele? Parce qu'en Mokol que nous avons reçu comme invité du journal sur le plateau de STV, a parlé de l'achat de vote des militants du PCRN, des grands conseillers. En 30 secondes, rapidement. D'accord. Je veux dire qu'à partir de novembre 2019, le PCRN avait investi 10 candidatures dans les 10 arrondissements de l'Union Ekele. Et que le système gouvernant actuel avait pris sur lui d'annuler 3 candidatures dans 3 arrondissements, c'est-à-dire à Biwa, à Dibang et à Nguibassal. Il restait donc dans les 10 et que dans ces 3 arrondissements, le RDPC a choisi d'aller sans la concurrence du PCRN, qui est dans un bastion. À partir de ce moment, ils étaient d'office gagnants. C'est ce qui s'est passé réellement. Ils ont gagné Dibang, ils ont gagné Nguibassal, ils ont gagné Biwa. Il restait 7 arrondissements. Le PCRN va donc concourir contre le RDPC parce que le vrai adversaire du PCRN dans l'Union Ekele, c'est le RDPC. Il va donc concourir contre le RDPC. Le RDPC, avec les mécanismes qui sont propres au RDPC, réussit à gagner Bondjok et en même temps Boudbakak. Sauf qu'à Boudbakak, il devait partager les sièges, comme c'est le cas à Douala 5 avec le PCRN. Au moment où il doit partager ces sièges, le PCRN devrait avoir un adjoint au maire. Comme c'est l'Union Ekele, et qu'on risque de donner encore un adjoint au maire au PCRN, quelqu'un qui a la parole et qui peut parler comme un bion à Douala 5, qui va se faire appeler monsieur le maire, ça va gêner. On ne permet pas au PCRN d'avoir cet adjoint au maire à Boudmakak. Allez voir tous les recours qu'on a fait. Ça n'a jamais abouti à rien. Parce que c'est lui qui contrôle le système régional. Pour le moment, on est en train de parler des municipales. À partir de ce moment-là, le RDPC se retrouve avec 5 mairies dans l'Union Ekele. Le PCRN se retrouve avec 5 mairies dans l'Union Ekele. Et dans l'Union Ekele, chaque mairie a 25 conseillers. Quand vous allez faire 25 x 10, ça fait 250 conseillers. Normalement, le RDPC qui a 5 mairies, le PCRN a 5 mairies. Jusqu'ici, je ne vois pas l'avantage du PCRN. Sauf que le PCRN a quelques conseillers, 3 ou 4 à Boudmakak, qui font la différence entre le RDPC et lui. Ce que nous oublions encore, c'est que le PCRN, au moment d'investiture, ça veut dire au moment où il doit choisir les candidats qui seront maires et adjoints au maire. À Matombe et à Makak, il y a des dissidences. Donc, à la suite de ces dissidences, le Bureau national prend acte et sanctionne. Il y a même certains maires qui sont sanctionnés pour 5 ans de toute activité du parti. Lorsque vous êtes sanctionné pour 5 ans, vous êtes facilement accessible à beaucoup d'autres personnes. Encore que rien ne dit que c'est eux qui ont trahi. Parce qu'on peut encore aller voir récemment, nous allons appris tous que à Ezeka, les conseillers municipaux ont appelé à la démission du maire actuel. Ça veut dire que même chez eux, ça brûle. Dans tous les cas, ça brûle à beaucoup d'endroits. Mais ce que je voudrais qu'on remarque ici, c'est que ce malaise qui était dans l'Union Ekele, orchestré depuis le début, les fondements de cette élection, le départ de cette élection, que le professeur Kamto avait dit, il sera biaisé par le RDPC depuis le départ. C'est pour ça comme Dieu aujourd'hui, parce que je lui ai donné raison de l'avoir dit. Parce qu'au moment où il dit, si nous allons à une élection organisée par le RDPC, contrôlée par le RDPC, c'est eux qui vont décider de qui va gagner ou qui va perdre. La preuve, le PCRN a perdu à Dibang, pas parce que le PCRN ne voulait pas. Le PCRN a perdu à Dibang. Pas parce qu'il ne voulait pas gagner. Le PCRN a perdu à Nguibassal, pas parce qu'il ne voulait pas gagner. Le PCRN a perdu à Biwa, pas parce qu'il ne voulait pas gagner, parce que le RDPC a décidé. Merci, monsieur le maire. Allez-y, Serge Gauthier. Ça pose un problème réel de conviction en politique. Dans l'Union Ekele, il y a eu 30 millions de francs qui ont été distribués aux conseillers municipaux PCRN, qui n'est pas une distraction, mais qui a voté contre son parti et qui a échoué. Lui n'est pas une distraction, mais là,
3 conseillers municipaux supplémentaires par rapport au RDPC, vote pour l'adversaire et fait échouer son parti. C'est un parti très sérieux qui n'est pas une distraction. C'est également un maire, 6e adjoint au maire qui est très sérieux, qui n'est pas une distraction, qui est très convaincu, qui cherche à récupérer ces 33 millions investis. C'est-à-dire que la politique est donc un fonds de commerce, une marchandise où on ne va pas pour servir le peuple. Mais on parle de dynamique de changement, mais en voulant récupérer son argent. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que la politique, ce n'est pas un sacerdoce. C'est, si j'ai mis 10 millions, je dois gagner 200 millions. C'est pour ça que je suis adjoint au maire. Et c'est pour ça que lorsque mon premier salaire ne passe pas, je fais le bruit dans tous les médias du monde. Rappelons que jusqu'aujourd'hui, mon salaire ne passe pas. Je suis toujours adjoint au maire. Je suis le seul adjoint au maire dans tout le Cameroun de politesse, qui a demandé qu'on finisse son salaire pour le Covid-19. Vous parliez de politesse, vous parliez de politesse tout à l'heure. Je croyais que vous pouvez me traiter d'impoli et me montrer que vous pouvez avoir le comportement inverse. Je voulais rappeler, peut-être que les Camerounais ne le savaient pas. Donc, la conviction et le changement dont on parle, c'est facile de le balancer en public, c'est facile de faire le buzz, parce qu'on va avoir une popularité. On va avoir un nom quand on était un nom. Parce que le 6e adjoint au maire, il n'est que 6e adjoint au maire. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas quelle décision il prend dans les prérogatives. Donc il faut au moins que, dans les médias, quand quelqu'un a dit qu'un parti politique a voté pour le parti au pouvoir et qu'il y a le secret, pour celui qui dit qu'il fait de l'élection, il fait de la politique, il sait qu'il a le secret de l'une. C'est-à-dire que quand vous allez, Madame Léla, je ne sais pas si ce que vous avez voté, et que dans le même bureau de vote, il y avait 88 votants, 88 inscrits, 87 votants, 3 bulletins nuls, et que il parlait de 3 conseillers municipaux. Dans ce bureau de vote, nous avons 3 conseillers municipaux. Je pense donc que M. Billon est un fraudeur. Pour quelle raison? Pour la simple raison que dans les urnes, qui doivent être secrètes, et dans l'isoloir qui est secret, M. Billon a mis des caméras et où là, alors, il a marqué les bulletins. Et c'est un danger pour l'avenir politique du Cameroun. Si à cet âge, il est capable de frauder à ce niveau et vouloir vendre, récupérer son argent multiplié par 100 à cet âge, imaginez quand il aura 40 ans. On laisse chacun tirer ses propres conclusions. Allez-y, maître, avant le docteur Simon. Ce à quoi j'ai assisté me réconforte dans la posture qui a été celle de notre parti. Et j'aimerais saisir l'occasion pour remercier encore une fois le Conseil national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui avait en son temps lu les choses avant qu'elles ne se précisent, pour savoir qu'il ne fallait pas participer à des élections dans un contexte où tout cela ne sert qu'à jeter des suspicions sur les acteurs politiques et nous diviser entre nous. Nous avons pensé que le principal cap qui doit être celui du peuple camerounais aux côtés duquel le MRC se positionne, c'est celui de la réforme consensuelle des règles du jeu électoral pour éviter justement que l'on en soit, après des élections, à remettre en cause qui la légitimité, qui même simplement la transparence du vote. Et que d'autre part, que l'on n'entérine pas la partition de fait de ce pays qui observe depuis bientôt 4 années une crise qui se noue à ses portes dans le nord-ouest et le sud-est. Je profite donc de cette occasion pour rappeler que voilà le cap qui, à notre avis, semble être le plus fédérateur de toutes les forces qui veulent le changement au Cameroun. C'est d'une part que l'on se mette d'accord, peu importe, on ne se mette pas d'accord sur qui est une distraction, qui vaut quoi que ce soit ou qui est le plus fort. Non, qu'on se mette d'accord sur les règles du jeu électoral. Quand on aura tous confiance au système électoral, ce système électoral nous dira qui est une distraction, qui ne l'est pas, qui est le plus fort, qui ne l'est pas, qui est un non-aime, qui n'est pas un non-aime. Pour nous, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et le contexte s'y prête. Je pense que le RDPC a pris la peine de faire toutes les élections qu'il voulait faire. Et que le calendrier s'est dégagé jusqu'en 2025, sauf accident de parcours. Donc, il y a le temps pour faire toutes les réformes, pour donner au Cameroun un avenir que les jeunes de ce pays méritent. C'est-à-dire un pays dans lequel, comme on l'a vu ailleurs, comme on l'a vu au Ghana récemment, comme on l'a vu dans d'autres pays, on peut avoir des résultats acceptables d'une élection dans un délai raisonnable.
Merci. Alors, selon le maître Roland Diou, le problème que pose justement l'échange qu'on vient d'avoir entre Serge Gauthier Onanina et Monsieur le maire, ce sont les règles de jeu qui ne sont pas claires en matière électorale au Cameroun. Non, Léla, permettez, je ne voudrais pas revenir dans cette contradiction ou alors cette distraction. Moi, je vais insister là-dessus. Finalement, c'est le fameux mot de cette émission, distraction. Parce que, vous voyez, Maître Dieu vous parle des priorités pour le MRC. Pourtant, vous convenez avec moi qu'en 2018, quand ils allaient aux élections présidentielles, les mêmes problèmes existaient. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils ont un président élu. Vous voyez que nous sommes dans un espace de distraction. Maintenant, je reviens à mon confrère de gauche. Et simplement, moi, je parle de l'immaturité politique. Lorsqu'on entre dans un parti politique, c'est parce qu'on accepte, on respecte ou alors on adhère à une certaine idéologie. On n'est pas dans un parti politique pour le président, c'est-à-dire le président du parti, non. On est dans un parti politique parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a une idée dans laquelle on se retrouve et on se dit non, voilà comment moi je pense les choses et comme celui-ci a émis cette idée, alors je vais entrer dans ce parti politique. Alors une fois qu'on est entré, il y a un minimum de règles parce qu'un parti politique c'est comme une organisation. Et une organisation ne peut évoluer que lorsqu'elle est structurée. Dans une organisation, il y a une hiérarchisation. Et lorsque l'hiérarchisation est mise en place, la structuration est mise en place, ça voudrait dire que tous les discours que nous devons tenir, toutes les actions que nous devons mener, nous devons les mener, n'est-ce pas, de manière pour concourir à un objectif précis. Parce qu'une fois que les objectifs commencent à être partagés, on ne parle plus d'organisation. Alors c'était vraiment très dommage de voir un maire d'un parti politique aller à l'encontre de la vision du président de son parti et continuer, n'est-ce pas, à s'enfoncer de cette manière. À un moment, regardez-le et dites-lui, fiston, assieds-toi, réfléchis un peu et puis boire un verre d'eau et puis je crois que tu vas réfléchir beaucoup mieux. Je pense qu'on va parler d'autres choses. Parce que là, voilà. Donc, revenir sur parler par exemple des priorités du Cameroun, la guerre du Nozo et tout ce qui va avec, la crise anglophone. Et Boko Haram, ça a toujours été des priorités au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'il y a eu élection régionale que vous pensez que la crise anglophone et la guerre Boko Haram n'est plus une priorité pour le chef de l'État. C'est toujours des priorités, mais à un moment, il faudrait que les institutions avancent et on continue à évoluer. En 30 secondes, vraiment, maître. Tout ce que j'ai à dire. Pardonnez-moi, mais je ne vais pas m'inscrire ici comme le défenseur de M. Billon. Mais je m'inscris comme le défenseur de la génération à laquelle j'appartiens. Je trouve suffisamment condescendant que lorsqu'on est dans un débat d'idées, que l'on évoque chaque fois des questions liées à l'âge ou à la jeunesse ou à quoi que ce soit. Si vous estimez que vous avez affaire à des idées qui ne vous conviennent pas, affrontez ces idées-là. Je ne trouve pas. Mais là, Maître Diou, je serai crois obligé de vous interrompre. À partir du moment donner d'éléments suffisants. Vous avez amicalement, je vous rappelle que vous avez. C'est bizarre. C'est qu'il. Oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Messieurs, Serge Gauthier Onanina. Serge Gauthier Onanina. Non, c'est le minimum. Monsieur le maire. J'ai pas besoin de beaucoup Serge Gauthier Onanina. de m'habiller comme un patriarche. Serge Gauthier Onanina, on ne s'entend plus. On s'entend plus. Peut-être que le fait qu'on n'ait pas été ensemble depuis quelque temps, on a oublié les règles de jeu. En fait, c'est chacun s'exprime à son tour, on ne s'interrompt pas. C'est comme ça que ça marche, Serge Gauthier. Il y a ce qu'on appelle la. Vous demandez. Dès qu'on est discourtois sur un plateau, Serge Gauthier, on vous rend ça. vous demandez la parole et je vous la donne. Allez-y, maître. Je me demande si j'ai été discourtois tout à l'heure avant d'être interrompu. Non, très cher ami, non, du tout. Donc, je voulais me rassurer. Non, du tout. Je voulais me rassurer parce que vous savez, je tiens compte de ce que les gens nous regardent à la maison et que s'ils voulaient passer à autre chose, c'est pas parce qu'il manquait ce qu'ils avaient à faire. Alors, je disais donc, et je crois que j'ai déjà fait ma précision, je le rappelle simplement parce que j'ai été interrompu tout à l'heure. Pour le compte de la génération à laquelle j'appartiens, je considère que c'est condescendant d'entrer dans un débat avec des considérations liées à l'âge. Il ne faut pas faire de l'âge un programme politique, certes. Il ne faut pas en faire non plus une maladie congénitale. Mais immature n'est pas être
je J'ai n'ai pas voulu seulement le c'est ça, immature n'est pas être jeune, parce que c'est le mot employé. Si je rappelle ce qui a été dit avant, ce qui a été dit, ce qui a été rappelé. Si je rappelle ce qui a été dit, si je rappelle ce que vous avez dit par la suite, mon fils, je l'ai entendu. Là maintenant, je parle Madame, en tant que docteur. Appelez comme vous voulez, sentez-vous à l'aise. Je suis très à l'aise, je suis parfaitement à l'aise, je suis même dans un état de félicité. Je disais que en tout état de cause, les références à l'âge ne sont pas, de mon point de vue, je peux me tromper d'ailleurs, mais ne sont pas de mon point de vue des arguments de débat politique. Et d'ailleurs, ce qui est reproché à M. Billon me semble être une prise de position d'un homme politique, d'un acteur politique. Encore une fois, je ne vais pas le défendre. Mais qui est militant d'un parti politique. Oui, je ne vais pas le défendre. Je ne qui vais pas respecte défendre. une idéologie. Je ne vais pas défendre son parti politique, l'idéologie politique de son parti politique. J'aimerais simplement, à mon humble niveau, préciser les choses que je crois avoir entendues. Je crois qu'on lui reproche d'avoir pris position dans un sens qui semble ne pas être celui de la machine à laquelle il appartient. Moi, ce que je veux savoir, c'est que en quoi est-ce que c'est contraire à l'idéologie de la machine à laquelle il appartient? Parce que comme on est dans le débat, j'en profite pour me renseigner. Est-ce que le PCRN a une idéologie qui interdit que l'on puisse avoir un propos appréciateur d'un acteur politique à quel jeu jouez-vous? Sinon, il n'aurait pas été sanctionné, mec. Je veux savoir si c'est... Maître Roland Diouf, par contre, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que si la déclaration de M. Lebert n'avait pas été en faveur du professeur Maurice Kamto, est-ce que vous aurez eu la même réaction? Est-ce que vous aviez la même réaction lorsque Célestin Djamène prenait la parole? Merci. Justement, j'allais vous répondre avec le cas Célestin Djamène. J'allais vous répondre en vous disant que effectivement, vous avez très bien vu comment M. N'Djamène a été mis en position d'exercer sa liberté. La même liberté qu'il utilise pour dire ce qu'il pense contre le MRC, c'est la même liberté qui est utilisée par certains militants du MRC pour lui répondre. Je ne sais donc pas pourquoi dans certaines formations politiques, on refuse de faire le jeu de la liberté. Je vous rappelle que M. N'Djamène récemment avait été confirmé au sein du directoire alors qu'il avait déjà les positions que tout le monde connaît. Donc si c'est un jeu de comparaison et que vous voulez comparer ce qui se passe au PCRN avec M. Billon. M. Djamène n'est pas immature en tout cas, c'est pour ça qu'il allait contre l'idéologie de son parti. Et que, vous terminez rapidement, maître. Donc, si vous voulez faire une analyse comparée entre le PCRN et le cas Billon face au cas MRC et le cas N'Djamène, je crois que les leçons brillent de mille feux. Dans le cas du MRC, nous avons respecté, sans accepter forcément, cela n'était pas à l'ordre du jour que l'on accepte ou pas, mais nous avons respecté la position qui était la sienne et la liberté de ton qu'il a voulu utiliser. Il a été lui-même au bout de sa logique parce qu'il a pris la décision qui s'est imposée à sa conscience. Mais vous veniez de nous dire tout à l'heure, en interne, il était déjà exclu. Vous n'aviez pas respecté, vous l'aviez déjà exclu. Je ne sais pas si j'ai dit. Vous saviez qu'il n'était plus avec ça. Et directement à la fin, il fallait que l'individu se désolidarise du MRC. Ne faites pas vous aussi de distraction, je vous en prie. Vraiment, ce jeu. Rappelons ce qu'on a dit et ce qu'on s'est dit. Et sur la base de ça, avançons dans le débat. J'étais en train de répondre à Mme Ganzo qui me posait la question de savoir si c'est parce que le professeur Kamto a été l'objet des propos laudateurs que j'ai cette position. Je dis que c'est une question de principe. En politique, il faut construire des ponts et pas des murs. Et c'est ce que nous faisons au MRC. Donc, M. Billon, merci de vous mettre à la suite du combat que nous menons depuis un certain nombre en une minute, Serge Gauthier, et puis on prend le sujet d'entrée. On prend le sujet d'entrée en une minute. Je vais emprunter à deux expressions de Maître Diouf pour répondre à M. Billon qui a posé une question. Il a dit à Madame, au docteur Simone, donc vous êtes ensemble. La liberté. La liberté, ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition que je verrai un ministre ou une autorité du RDPC dans une boulangerie et que je fuirai. Je ne suis pas pour l'instant terroriste et il n'est pas terroriste, nous sommes au Cameroun. Si M. Billon voit la politique comme le maquis, ou alors le colonialisme où il fallait assassiner les gens, bien sûr, je suis très conséquent dans ce que je suis en train de dire. Si vous voyez la politique comme les Tutsis et les Hutus, avant 1990 au Rwanda,
Moi, je la vois comme un débat d'idées dans lequel j'ai le droit de rencontrer M. Diop. D'ailleurs, nous avons des positions très souvent contrastées et contrariées sur les plateaux, mais nous nous retrouvons dans l'ascenseur pour discuter. Donc, encore, pour vous dire, Madame, maître docteur, est d'abord une Camerounaise, elle est une compatriote, elle est une femme, elle est un être humain. En attendant que je n'ai pas, vous ne m'interdisiez mes fréquentations, mon opus, je m'autorise encore la liberté de fréquenter qui je veux, comme je veux. Il y a une prétendue formule, une idée répandue selon laquelle, d'ailleurs quelqu'un l'a dit, un de nos candidats en fou, il a dit « j'appelle le ministre de l'administration, j'appelle à Tangandji ». Mais madame, et vous avez vite fait de relayer ça de façon comme pour se moquer. Mais madame, si vous êtes un homme, le ministre de l'administration territoriale au Cameroun est le patron de la politique au Cameroun. Tout au moins sur le plan administratif. Mais maintenant, en termes d'organisation de l'élection, il y a un appareil. Si vous êtes donc un leader d'un parti politique qui se respecte, et que vous n'avez pas le numéro du ministre de l'administration territoriale, il faut vous interroger. Si vous êtes, nous savons comment on a des difficultés pour avoir des autorisations. Lorsque vous avez une élection qui a 15 jours et qu'on bloque votre paperasse, on est en train de coincer votre candidat. En 15 jours, vous pensez vraiment que si vous n'avez pas déposé votre dossier, vous pouvez aller camper, vous pouvez aller passer dans tel procès. C'est quand vous avez déposé le dossier que je parle en présence d'un avocat. C'est quand vous avez candidaté officiellement que vous pouvez maintenant venir défendre certains hommes. Donc quand le sous-préfet est dans l'abus de pouvoir, on appelle juste sa tutelle qui a l'obligation de lui rappeler. Donc jusque-là, moi je ne refuserai jamais d'aller faire signer mon papier ou me marier dans la mairie de Douala, 6e, parce que M. Billon est PCRN. D'ailleurs, c'est là-bas que je vais faire marier les gens, pour vous montrer que vous êtes... Alors, en sujet d'entrée, on parle du système intégré de gestion informatisée des personnels de l'État et de la solde. On parle justement de cet éternel recommencement. On va commencer par vous, docteur. Qu'est-ce qui rend finalement difficile la maîtrise des effectifs de la fonction publique au Cameroun? On ne va pas dire qu'il y a... C'est vrai que on a de la peine à quantifier avec exactitude le fonctionnaire du Cameroun. Il faut également connaître que des efforts sont en train d'être faits. Si JPS 1, la première opération avec le petit carton jaune, a porté quand même beaucoup de fruits. On a pu détecter, n'est-ce pas, un bon nombre de fonctionnaires fictifs. Et ça a créé une réduction qui est non négligeable. Ça, il faut le dire. On est allé un peu plus loin avec la JPS 2 où on est arrivé jusqu'à l'immatriculation. Parce que maintenant, je crois que depuis le mois de mars, si mes souvenirs, je crois depuis le mois de mars, il y a un ensemble d'informations qui ont été envoyées à partir de Minfropa pour les fonctionnaires où chacun devrait remplir certains questionnaires et au finish, une fiche devrait apparaître avec une immatriculation personnelle, comme un numéro de téléphone, comme le numéro de la carte d'identité. Et cette immatriculation devrait permettre qu'à partir de janvier 2021, tout fonctionnaire qui n'a pas son numéro d'immatriculation rassuré ne pourra pas être en possession de son salaire. Donc je crois que cette deuxième opération d'immatriculation va encore réduire, n'est-ce pas, permettre à l'opération de craquer un bon nombre d'individus et puis faciliter, n'est-ce pas, reverser beaucoup de sous dans les caisses de l'État. Maintenant, poser la question de savoir qu'est-ce qui explique cette difficulté, on va revenir, c'est un fléau social, c'est un mal qui mine pas seulement la société camerounaise, mais toutes les sociétés du monde entier. C'est un problème qu'il faut simplement éradiquer. C'est un mal qu'il faut simplement, n'est-ce pas, progressivement exclure dans la tête des Camerounais. On a observé à un moment des citoyens certains fonctionnaires qui se retrouvent avec 3 salaires à la fin du mois. Certaines personnes qui se retrouvaient avec des salaires, des cadavres qui avaient des salaires qui passaient encore. Pourtant, la famille n'était pas en possession. Donc, je pense que il y a des actions qui sont mises sur pied pour éradiquer, pour réduire au maximum ce genre de comportement, mais des actions menées par l'opération sont en train de porter des fruits. Monsieur le maire, encore le docteur Marcel Simo, si JPS 1 n'a pas eu un bilan que négatif finalement, mais comment est-ce que vous expliquez justement cet éternel recommencement? J'emprunte le titre à la nouvelle expression. Notre pays a un problème d'informatisation de l'information.
Tant qu'on n'aura pas mené très bien ce chantier, on va faire des CJPS 1000 encore. Parce que, je vais vous dire un truc, il y a un problème dans la mentalité camerounaise. Beaucoup de Camerounais sont moins patriotes dans l'action. Quand on vous nomme directeur à un endroit, vous ne pensez pas trop au Cameroun. Vous réfléchissez comment faire pour que vos enfants fréquentent et qu'ils aillent en Europe. Vous réfléchissez comment faire pour que vous, avant de quitter votre poste, que vous ayez une bonne villa. Vous réfléchissez comment faire pour avoir une bonne voiture. Vous réfléchissez pour quand vous allez rentrer au village, qu'on vous appelle monsieur le directeur ou monsieur le ministre. Très peu de Camerounais pensent d'abord à la patrie. Très peu de Camerounais commencent à réfléchir le Cameroun avant leur propre intérêt. Mais toutefois, on peut mener toutes les réflexions nécessaires, on peut apporter toutes les formules nécessaires. Tant que les Camerounais ne mettront pas la patrie en priorité de leur choix, on aura toujours ce genre de résultat. C'est pour ça que je continue de penser qu'il est indispensable, avant toute autre action, de permettre avant tout autre type de recrutement, de mettre sur pied un mécanisme qui quantifie le décret d'engagement patriotique de chaque Camerounais. Parce que ce n'est qu'à cette base-là que nous aurons des gens conscients quand il est quelque part. Je vais vous dire un truc. Vous savez que vous pouvez être dans l'administration centrale, au niveau du ministère des Finances. Pendant que vous y êtes là, vous avez vous seul plus de 50 salaires. Ça existait encore il y a très peu dans notre pays. C'est pourquoi quelqu'un qui pose ce type d'acte-là, vous pensez que, étant conscient qu'il y a tellement de jeunes qui cherchent un travail, qui aimeraient avoir ces 50, ça fait 50 autres Camerounais qui seront employés. On a donc comme ça 50 vides et des gens qui chôment, qui dorment parfois. On a plein de jeunes aujourd'hui à Douala qui sont diplômés, qui ont des compétences, qui ont même fait des formations, mais que l'État ne peut pas employer parce que quand il regarde la gestion de son budget, qui est... En fait, vous mettez en exergue la mentalité des Camerounais. C'est la mentalité, c'est la culture, c'est l'engagement patriotique qui manque en nous. C'est pour ça que vous voyez, c'est dans tous les domaines, même en politique. C'est ça qui peut faire que beaucoup d'hommes politiques peuvent changer leurs convictions pour quelques francs, pour quelques billets de banque, ou même parfois pour rien du tout. Parce qu'ils ne pensent pas Cameroun. La patrie n'est pas leur engagement. Ils n'ont pas le sentiment de Ernest Ouandi, de Félix Moumi, de Ruben Oumiobe. Ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau pour penser que le Cameroun, c'est eux. Le Cameroun doit être dans leur âme, dans leur esprit, dans leur être tout entier. Il devait être le Cameroun, en fait. Ce n'est que lorsque vous êtes le Cameroun dans votre âme que vous êtes prêt à aller au front comme un militaire pour donner votre vie pour votre pays. Alors, Serge Gauthier, on a vu un ministre de la fonction publique, Joseph Anderson Ley, très optimiste quant à cette nouvelle opération. Mais vous, vous êtes un observateur également, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Quelles sont selon vous les chances de réussite de ce nouveau CJPS? Moi, j'ai un principe dans ma vie, je ne fais pas de procès d'intention a priori aux gens. J'évalue a posteriori. Parce que toutes les évaluations a priori sont biaisées, sont subjectives et sont malsaines et vicieuses. Donc je ne juge pas les chances des gens. Mais je constate une chose, c'est qu'il y avait un CJPS 1 qui existait avec une opération antilope. Et que les experts qui sont des observateurs disent que leur existence, comment on appelle ça, leur juxtaposition, le fait qu'ils fonctionnent côte à côte, avait pour conséquence d'immatriculation multiple. Parce que chacun immatriculait et des gens se retrouvaient avec plusieurs matricules et donc forcément avec des effets induits, illégaux et illicites. Aujourd'hui, entre 2014 et 2016, ceux qui gouvernent ont estimé qu'après de nombreuses dénonciations, le fait qu'on ait constaté que des gens avaient des trains de vie assez impressionnants et insolents, ont fait l'observation et ils en sont eux-mêmes venus à constater que parmi les raisons de cet enrichissement illicite et de ce train de vie élevé, il y avait que des gens émergeaient de façon impressionnante dans le budget de l'État. Ils ont donc décidé qu'ils devaient mettre en place un système unique qu'ils ont baptisé CJPS 2. La première des choses que moi j'observe, c'est que de 2016 à 2020, ça traîne. De 2015. Voilà. Ils ont promis entre 2015 et 2016. 4 ans, c'est également encore de l'argent qu'on a perdu dans cet État et des malversations qui se sont poursuivies. Faut-il 4 ans dans ce pays pour qu'on mette en application, en œuvre, un système d'informatique ou informatisé fiable, alors que dans les banques, on a des banques qui n'ont pas la même ressource, mais dans lesquelles la fiabilité informatique est à un niveau de risque proche de zéro.
Est-ce que vous dites justement que ce sont les personnes qui sont censées mettre en place ce système qui sont finalement le problème, qui font exprès de ce que ça rate tout le temps? Est-ce que c'est ce que vous dites? C'est tout ça en même temps. Moi, j'ai diagnostiqué, je me suis dit, parce que quand ils annoncent le CJPS 2, ils vous disent c'est pour enrayer la création des multiples matricules, c'est pour mettre en place la biométrie, c'est pour améliorer l'assiduité des agents de l'État, c'est pour éradiquer les problèmes des agents fictifs et des indemnités indues. Alors, moi, je me suis posé des questions à titre personnel. La première, c'est comment on vérifie, par exemple, l'assiduité d'un agent de l'État dans un service déconcentré, dans lequel, ou de son responsable, dans lequel il n'y a ni électricité ni lumière. Parce que la biométrie que vous voyez là, c'est quand vous venez, vous mettez votre doigt, ou votre carte nationale d'identité, ou une carte d'entreprise ou de ministère, et elle signale votre heure d'arrivée à la direction des ressources humaines. Madame Léla, au lieu de venir à 8h tous les jours, est venue à 9h10. Et on essaiera de voir, on pourra à la fin du mois, si on est dans une entreprise privée, réduire ça sur votre salaire, et si on est dans le public, peut-être vous adresser un ensemble de demandes d'observation. Comment on fait pour évaluer cela? La deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que l'assiduité au travail, et ça répond à votre question, arrête la performance? La question de la performance, c'est-à-dire, est-ce que 8 heures de travail, 8 heures au travail seront 8 heures de travail? Le fait qu'on dise que les gens seront assidus ne va pas résoudre le problème de la performance. Parce que vous pouvez toujours venir et demander qu'on vienne faire avancer le dossier. C'est clair. Vous pouvez venir et demander qu'on motive le dossier. Du coup, en plus de cela, on aurait dû pousser le débat plus loin, la réflexion plus loin, sur la question de la performance. Il faut que ceux qui nous dirigent clairement fixent les délais de traitement d'un dossier. Madame, vous venez, vous nous avez annoncé une belle nouvelle. Je ne vais pas révéler votre vie privée sur un plateau de radio ou de télé. Mais il peut vous arriver d'avoir des formalités administratives à faire dans les services publics. Il faut que vous sachiez quels sont les délais de cela et que si les délais sont connus, ils soient appliqués. Et s'ils ne sont pas appliqués, qu'il y ait des mécanismes de suivi, d'évaluation et de sanction de ces individus par rapport au délai. C'est pour ça qu'on peut donc, parce que tout ça n'est pas encore mis en place, on peut donc passer de 2016 à 2020 et qu'on est toujours dans l'intention et pas dans l'action. Maître Roland Diogo. Moi, je vais aller un peu plus en profondeur parce que de ce qui a été dit précédemment, nous avons touché du doigt au constat factuel de ce qui ne marche pas. Mais moi, je crois que le problème est encore plus profond que celui-là. C'est qu'il faut repenser notre fonction publique. Serge Gauthier, tout à l'heure, a pris l'exemple des banques qui, en plus, ne gèrent pas que simplement le personnel, mais gèrent quelque chose de plus sensible encore, l'argent. Chaque fois que vous faites un dépôt, il y a un système d'information qui enregistre que vous avez crédité votre compte. Quand vous faites un retrait, il y a un système qui signale que vous avez débité le dit compte. Et cela se fait de manière instantanée. Alors, j'aurais pris, pour ma part, l'exemple des multinationales, mais j'avoue que l'exemple de Gauthier sur les banques est encore plus explicite. Les multinationales qui opèrent au Cameroun, par exemple, quand vous consolidez leurs effectifs sur le plan mondial, ça dépasse largement l'effectif de la fonction publique camerounaise. Mais vous faites, ils font comment pour gérer leurs effectifs de par le monde? Vous pensez que les multinationales qui opèrent chez nous ont les problèmes de venir s'assurer que tel est venu à l'heure? C'est une question de système. Quand le système de gestion du personnel est rationnel, on peut s'attendre à des résultats. Mais quand on n'a même pas de logique, quand on n'a pas d'ambition dans ce domaine-là, on fait ce qu'on appelle la navigation à vue. Et le fait qu'on aille de système en système, de CJPS en CJPS, me donne le sentiment, et encore une fois, je peux me tromper, mais vous n'allez pas m'empêcher d'avoir le sentiment selon lequel on fait de la navigation à vue. Peut-être que chaque fois qu'on installe un nouveau système, il y a des contrats qui vont avec, il y a de nouvelles personnes qui trouvent de l'emploi, etc. Mais si on veut vraiment résoudre le problème, résolvons-le parce que les implications sont importantes. Si la fonction publique, si l'État du Cameroun n'arrive pas à maîtriser sa fonction publique, on comprend que vous ne soyez pas capable, par exemple, de donner de l'assurance maladie aux Camerounais. Parce que ce sera encore un système autrement plus complexe à suivre, à vérifier, à mettre en place.
pour éviter, par exemple, que les gens aient des indemnisations fictives, que ceux qui ne sont pas malades puissent quand même toucher une indemnisation parce qu'ils disent qu'ils ont été malades et que personne n'a pu suivre. Et en plus, je pense qu'il y a une question de volonté politique qui manque à combattre de manière sérieuse ce que M. Billon a appelé tout à l'heure la mentalité, l'antipatriotisme. Je suis de ceux qui croient qu'il y a des questions d'ordre moral qui relèvent de la conscience de tout un chacun, mais quand on est dans un État, il y a des actions qui doivent être faites pour que les citoyens, qu'ils soient moraux ou pas, convergent vers ce qui peut être considéré comme l'intérêt général. Je vous donne un seul exemple. La conséquence directe des emplois fictifs, c'est quoi? C'est un train de vie au-dessus de la normale. C'est l'enrichissement illicite. On peut régler ce problème de plusieurs manières, celui de l'enrichissement illicite. On peut simplement appliquer les dispositions de la Constitution. Première solution. 2. On peut simplement demander aux agents des impôts qui ont la panoplie en termes de contrôle et de redressement fiscaux pour faire leur travail, parce qu'ils ont la possibilité de redresser les citoyens qui mènent un train de vie au-dessus de leurs revenus déclarés. Ça, c'est sur le plan fiscal. Mais il y a une autre solution plus radicale encore, qui avait été d'ailleurs proposée lorsque le code pénal devait être réformé, qui a été balancé par le gouvernement, c'est-à-dire pénaliser l'enrichissement illicite. C'est une infraction qui existe et les instruments internationaux, la Convention de Mérida par exemple, qui condamne la corruption et l'enrichissement illicite, propose aux États d'intégrer dans leur système pénal la répression de l'enrichissement illicite, de sorte que lorsque vous êtes soupçonné d'avoir un train de vie qui dépasse vos revenus, que l'on puisse mettre en mouvement une action pénale contre vous, de sorte que vous ayez cette fois-là à démontrer la licéité de vos revenus. C'est plus facile comme cela. La plupart des pays d'ailleurs, je crois qu'on va aborder cette question quand on rentrera dans l'efficacité ou non, en tout cas le rapport de la CONAC. En tout cas tout de suite. Voilà. Donc je crois que si on veut régler le problème au fond, on ne va pas se contenter de constater qu'il y a un trou sur le toit et mettre un seau pour recueillir de l'eau. On va à la source, on colle du mastic pour que l'eau n'entre plus. Allez-y, docteur, en une minute et on sort de ce sujet. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est qu'on ne donne pas l'impression que les actions menées en amont n'ont pas eu des résultats, bien qu'ils soient aussi minimes, parce que ça nous a permis au moins de dénicher au moins une bonne dose d'employés, de fonctionnaires fictifs, et qui ont fait retourner de l'argent dans les caisses de l'État. Mais moi, je parlais, il y a un nouveau système qui est multiplié, l'immatriculation. Je ne parle pas de matricules. Il y a maintenant un système d'immatriculation qui va encore nous amener, n'est-ce pas, à réduire encore le taux je vais dire, des personnes qui insistent encore, qui persistent encore dans cette sale besogne, je vais l'appeler comme ça. Mais c'est des actions qui ont porté des fruits, qui ont fait entrer de l'argent dans les caisses de l'État et qui doivent simplement être peut-être pris beaucoup plus au sérieux et avec beaucoup de moyens. Je crois qu'on va y arriver. Mais derrière ça, il y a cette volonté et cette culture du vivre ensemble, cette culture du bien faire, du bien fondé de tout le Cameroun, comme Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, que l'on devrait, tous les fonctionnaires devraient mettre en place pour pouvoir... Monsieur le maire a posé le problème moral, vous avez posé le problème de patriotisme également, Monsieur le maire. Serge Gauthier Onanina a posé le problème de la réelle volonté des pouvoirs publics à réellement impulser ce changement, idem pour Maître. Alors on va parler à présent de la lutte contre la corruption avec la CONAC qui livre son 10e rapport. On apprend dans la foulée qu'en juillet 2020, 23 048 dénonciations ont été faites par les usagers. Je vais commencer par vous, Monsieur le maire. Le 15-17, vous connaissez? Non. Le numéro vert de la CONAC? Non, je ne connais pas. Je n'ai jamais appelé ça. Je ne savais même pas que ça existe. Ah, vous ne savez pas que ça existe? Non. Ça veut dire que, mais pourtant, dans la vie de tous les jours, vous avez déjà été amené vous avez déjà été au contact des faits de corruption. Est-ce que vous avez déjà saisi la CONAC autrement, que ce soit par le 15-17 ou... Non, je n'ai jamais saisi la CONAC. Pourquoi? Parce que je ne vous fais n'avez pas jamais été confiance à confronté. l'organisme. Vous ne faites pas confiance à l'organisme? Non. Qu'est-ce qui vous fait douter, justement, de la CONAC? J'ai évoqué à l'entame de mes propos l'engagement patriotique des citoyens camerounais.
Je continue de croire que lorsqu'on n'aura pas résolu le problème de patriotisme dans le cœur de chaque Camerounais, tout ce qu'on entreprendra au-dessus ne sera que du saupoudrage. Je vais vous dire un truc. Lorsque vous êtes appelé à lutter contre la corruption et que la corruption continue quand même, je vais vous dire un truc. On a arrêté beaucoup de Camerounais qui sont aujourd'hui à Kondengui pour avoir détourné des fonds. C'est vrai, non? Tous ces Camerounais qu'on a arrêtés aujourd'hui à Kondengui pour avoir détourné des fonds, vous croyez qu'on ne détourne toujours pas? C'est quoi le problème? Pourquoi on a arrêté des gens? Parfois, on a même l'impression qu'on a arrêté des gens illégalement. On ne peut pas. Je ne suis pas moi en justice, je n'influence pas les dossiers de justice, mais allez aussi faire vos investigations. Pourquoi on a arrêté Marafa Amidou Yaya? Allez regarder tous ces dossiers-là, posez-vous les bonnes questions. Mais ça sert à quoi cette CONAC? Si la CONAC ne peut pas réussir à blanchir quelqu'un s'il est blanc, il réussit seulement à chaque fois à condamner les gens. Le travail de la CONAC aussi, c'est aussi que des dossiers. Vous connaissez autant de dossiers qui sont en justice. Je parle sous le contrôle d'un avocat, qui sont là-bas parce qu'un téléphone a sonné quelque part. La CONAC a fait quoi pour résoudre ce genre de problème? Vous savez qu'aujourd'hui, dans mon pays ici, le Cameroun, on peut prendre le téléphone, on vous appelle, il est à la sortie de cette télé, c'est fini. Est-ce que ce que vous décrivez rentre dans l'émission? C'est la corruption. Je parle de la corruption. L'émission de la CONAC, ce n'est pas lutter contre la corruption. Je parle de la corruption. Je vous dis que la corruption, elle peut être financière aussi, elle peut être morale. C'est vrai, non? Donc la CONAC ne peut pas lutter contre une corruption morale. Je suis en train de vous dire que tout ce qu'on va mener, aujourd'hui, vraiment, il faut que tous les Camerounais acceptent qu'il y a un problème fondamental. C'est ce problème qui fait que même à l'hôpital, lorsque vous partez à l'hôpital et que vous êtes mourant, et que vous êtes arrivé à l'entrée de la Quintini, on vous demande le code. C'est ce problème-là qu'on ne le dira jamais assez, on ne fera jamais rien, on fera toujours tout pour l'ignorer. Moi, on ne peut pas venir à la télé pour mentir, on ne peut pas se mentir nous-mêmes. Chacun connaît les réalités de sa vie chaque jour. Il est clair que la corruption est dans tous les domaines du Cameroun. On va vouloir citer un domaine particulier, c'est dans tous les domaines. Dans le corps des avocats, dans le corps de la justice, dans le corps du foncier, dans l'administration, aux finances, partout il y a la corruption. Partout. Au jour d'aujourd'hui, quand on vous nomme préfet, vous savez pourquoi on fait? Parce qu'on se dit qu'on va devenir comme... Sinon, un adjoint au maire comme moi. Quand on dit que je suis adjoint au maire jusqu'à aller au point de n'arriver pas à démissionner. Parce qu'ils sont convaincus que c'est un avantage. Quel est l'avantage d'un adjoint au maire? Moi, j'étais fonctionnaire. Mon salaire était autour de 200 000 poussières. Je suis adjoint au maire. C'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai gagné? Mais chaque jour, on te nargue à la télé, tu es adjoint au maire, va démissionner. Quand je vais démissionner, je serai encore fonctionnaire, j'aurai toujours la même 200 000. Ce sont les indemnités. Et ce qui vient du fait comme n'est jamais venu jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allé chercher. Serge Gauthier. Donc, c'est ça le problème de la mentalité des Camerounais, c'est que la corruption justifie tout. Serge Gauthier Nanina, qu'est-ce que vous pensez justement du nombre croissant de dénonciations dont parle la CONAC? Est-ce qu'on doit comprendre que les Camerounais font de plus en plus confiance à la CONAC, qu'il y a une réelle volonté à dénoncer les actes de corruption finalement? Les indicateurs sont clairs. Si vous avez 482 dénonciations à la création d'un organisme et que 10 ans plus tard, il y a 23 000 dénonciations, tout le monde voit la vérité. Maintenant, est-ce que les missions au niveau de l'action, ils vont plus loin? Mais avant de vous répondre, je voulais revenir à cette notion de patriotisme qui revient tout le temps. Je voudrais vous dire, et indicateur statistique à l'appui, vous pouvez l'observer, parmi les pays qui sont les plus rigoureux dans le monde en matière de corruption, des questions publiques, c'est les États-Unis. Mais je vais vous dire, le dernier jour, concernant le paiement de ces impôts, il y a des fils et des fils. Les fils pour payer ces impôts avant la date butoir de minuit, l'heure butoir de minuit, font des kilomètres. Renseignez-vous, on va vous dire. Vous savez pourquoi? Est-ce que c'est parce que les Américains ne sont pas patriotes qu'ils viennent payer leurs impôts le dernier jour? C'est parce que dans la loi américaine, on a mis une disposition qui veut que si vous ne payez pas vos impôts avant le délai, vous allez être frappé. Ça veut dire que tout dans la nature humaine est par essence une nature corrompue. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Je vais prendre un deuxième exemple. Madame Léla, lorsque vous voyez une dame de votre âge se soulager quelque part et que au même moment, vous avez ce même besoin pressant et que vous savez que c'est quelque chose de choquant, de pas vertueux, pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce que vous avez une éducation personnelle, parce que vous avez des convictions personnelles, parce que vous avez un savoir-vivre personnel. Vous comprenez? Ce n'est pas une question
le savoir-vivre, le patriotisme, machin, ce n'est pas des mots qu'on balance dans la tête des gens. C'est d'abord une conscience individuelle. On a beau marteler ça, on peut prendre ça sur tous les plateaux, on chante la corruption tous les jours. On peut même me faire signer un document sur le patriotisme. Je ne vais pas le respecter. On a demandé à tout le monde de ne pas corrompre, non. Tout le monde corrompt, non. Vous comprenez donc que ça devient des slogans. Parce que c'est d'abord une décision personnelle. Et je prends un dernier élément sur la santé. On a parlé tous de VIH-Sida dans le monde. Mais le port du préservatif est une affaire de 2 personnes dans la chambre. Chantez comme vous voulez. C'est pour ça que je me méfie, moi, des slogans, sans être contre les intentions des gens. Quand j'ai fini de le dire, je reviens à votre question pour vous dire. Vous avez commencé par les indicateurs. Ils sont là. Moi, je voudrais dire qu'on ne peut pas prétendre lutter contre la corruption et ne pas saluer, même si on n'est pas d'accord, le petit effort qui est là, qui a existé. Parce que si on dit qu'on combat la corruption, il faut déjà, tout ce qui a déjà contribué à l'anéantir, on ne devait pas cracher dessus, même si on n'est pas content, on n'est pas d'accord. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec les résultats de la Konak, mais je félicite d'abord ce qui existe. Nous avons enregistré sur 6 ans, disent-ils, sauvegardé 1652 milliards de francs CFA, ce qui correspond à 275,33 milliards l'an. C'est au moins supérieur au budget du ministère des enseignements secondaires qui fait partie d'un des ministères qui a le plus grand budget au Cameroun. La question de fond étant, qu'est-ce qu'on en a fait? Maintenant, est-ce que je suis satisfait de ces 1652 milliards de francs CFA sauvegardés en 6 ans? Je vous dis non. Pourquoi? Parce que 40% des recettes de l'État partent dans la corruption. Si on prend donc le cas du budget du Cameroun de l'année 2021 qui sera en cours, 4 800 milliards, un an de 40% des recettes représenterait 1920 milliards de francs. Vous comprenez que on a envie de dire à la Konak très insuffisant. Pas insuffisant, mais très, en ajoutant l'adjectif. Et donc, doit absolument mieux faire. 300 entreprises suspendues, d'après toujours les chiffres de la Konak. Intéressant. Mais je pose la question que j'ai posée ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de cet entrepreneur qui, parce qu'on a suspendu son entreprise, crée d'autres entreprises et pose les mêmes actes de délinquance? Il continue à pénaliser l'État. Donc il faut maintenant le ficher, lui l'entrepreneur, en constatant que ce n'est pas forcément toujours l'entreprise qui sera le problème, mais c'est l'individu qui exerce dans un secteur d'activité dans lequel il ne fait que distraire ou mettre l'État en mal. Ça, la Konak devra aller plus loin. Et là, on doit lui donner ses pouvoirs. On reviendra justement sur les pouvoirs de... Ils ont parlé de 6%, indice de... Ils sont passés de 6,6%. On reviendra également sur cet indice de perception. D'abord avec le docteur Avant-Maître, plus de 1652 milliards que la Konak aurait permis au gouvernement camerounais d'épargner avec la collaboration du TCS et de la Cour suprême. Vous faites partie de ceux qui voient le verre à moitié plein ou à moitié vide, comme Serge Gauthier? C'est ça que j'allais très rapidement parler. Ça veut simplement nous faire comprendre que c'est vrai que le résultat n'est pas encore ce qu'il fallait attendre, mais il y a des actions qui sont menées, qui sont allouées, qui sont à apprécier. Et au-delà de cela, il y a également, vous savez, quand le processus commençait, on était la première puissance. Je vais dire ça comme ça. Hier, on était des experts en corruption dans le monde entier. Donc, je ne vais pas louer ou féliciter la position de milieu que nous occupons aujourd'hui parce qu'on peut bien ne plus paraître dans ce classement-là, mais il faut simplement démontrer que des actions par la Konak ont été menées et ça portait des fruits intéressants. Maintenant, le véritable problème se situe au niveau des personnes, parce que lorsqu'on parle de corruption, on voit le corrupteur, on voit le corrompu. Et très généralement, moi, j'ai souvent été mal à l'aise. Je vois des politiques parler avec sérieux et énergie de la corruption. Mais une fois que c'est terminé, c'est lui qui me retrouve en fac en me disant, voilà, 20 000, 50 000, il ne faudrait pas que ma fille reprenne le niveau. Donc, c'est des comportements que les individus observent par moment et qu'il faille dénoncer et comprendre que le problème majeur n'est pas seulement au niveau de la Konak, mais également au niveau des
des comportements sociaux que nous adoptons aujourd'hui, de nous, parce que le véritable problème, c'est pas la CONAC, c'est d'abord nous. Qu'on essaye, qu'on commence à inculquer, n'est-ce pas, ces valeurs de travail, de mérite, dans l'esprit de tous les Camerounais, et je crois que progressivement ce processus, ce fléau ne va pas disparaître totalement parce que c'est inimaginable, c'est impensable, mais va réduire de manière considérable. Maître, est-ce que la CONAC peut faire mieux dans l'environnement camerounais? C'est possible? Moi, je me pose la question de savoir, je me pose la même question que vous. Est-ce que la CONAC peut faire mieux? Est-ce que la CONAC n'est pas atteinte par une malformation congénitale? Est-ce que la CONAC n'est pas simplement un gadget que s'est donné, s'est offert le régime RDPC pour donner l'impression qu'il combat la corruption? Je me pose, comme vous, beaucoup de questions sur la CONAC. J'aimerais commencer par indiquer qu'effectivement, on peut constater qu'il y a un résultat qu'on peut observer dans le travail de la CONAC. Effectivement, personne ne peut le nier. Sauf que la question n'est pas à ce niveau-là. La question n'est pas de se réunir pour se féliciter de ce que les gens appellent plus le numéro vert. La question, c'est que pourquoi est-ce qu'on a dû créer la CONAC alors qu'il y a le TCS, alors qu'il y a l'ANIF, alors que dans chaque bureau administratif, vous avez des écriteaux qui sont placardés non à la corruption. C'est-à-dire que c'est dans l'antre même de la corruption que vous voyez écrit « luttons contre la corruption ». On a le sentiment qu'effectivement, on est dans un pays où c'est plus des gadgets qu'on utilise, c'est plus des slogans. Alors que, précisément, il y a des solutions. On est en plein dans une question de gouvernance là. Et il y a des outils qui permettent d'améliorer la gouvernance. Je suis d'accord avec Serge Gauthier lorsqu'il dit par exemple que les questions de mœurs ne sont pas forcément... Dans d'autres pays, on respecte la règle, non pas parce qu'on est forcément vertueux. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je dis entièrement d'accord. Je vais vous expliquer. Les Occidentaux créent ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Pourquoi? Parce qu'il leur est impossible de faire certaines évasions fiscales dans les environnements normaux de leur pays. Mais ils s'organisent pour pouvoir frauder en s'expatriant dans ce qui est convenu d'appeler par eux-mêmes et accepté comme étant des paradis fiscaux. Je veux dire, par exemple, je prends un exemple simple. La France est membre de l'Union européenne, du système des banques centrales européennes et de tous les mécanismes qui permettent qu'en Europe, on ait une transparence de la gestion de la chose publique. Mais la même France abrite une principauté qu'on appelle Monaco. Tout le monde sait ce que c'est que Monaco. Aux confins de la France et de la Belgique, vous avez le Luxembourg. Vous savez ce que veut dire Luxembourg pour le monde des affaires. Vous avez Andorre, vous avez beaucoup d'enclaves comme ça. Vous avez d'autres îles, les îles Caïmans, etc., les Panama. Bref, ce que je vais indiquer, c'est quoi? C'est que pourquoi est-ce que ce qui est possible au Panama ne l'est pas en France? Parce qu'il y a des règles en France qui combattent la corruption. Et donc, quand vous faites un pot de vin à un fonctionnaire français, quand il refuse, ce n'est pas forcément parce qu'il est vertueux. C'est simplement parce qu'il se pose la question de savoir, ok, je vais accepter autant d'argent, où est-ce que je vais mettre cet argent? Parce qu'il lui est interdit de garder des sommes en liquide d'un certain montant. Si je fais passer cet argent dans mon compte, ça veut dire qu'il y aura une traçabilité. Je serai désormais obligé de justifier l'origine des 10 fonds. Donc, je préfère que vous restez avec votre argent parce que le prendre me causera plus de problèmes que si je ne le prenais pas. De sorte que maintenant, c'est peut-être les grosses multinationales, les grosses entreprises qui ne peuvent pas se passer d'un certain niveau de corruption, qui vont s'exiler dans les paradis fiscaux et faire là-bas ce qu'ils ne peuvent pas faire dans leur pays. En tout cas, ce que ça crée, c'est que sur le plan local, la petite corruption, la corruption démocratique disparaît. Le problème de nos pays, c'est que tout le monde est expert en paradis fiscal. Et donc, nous sommes tous, chacun autant que nous sommes, des petits exploitants d'entreprises logés, nichés dans des paradis fiscaux chez nous-mêmes. Ça arrange aussi bien l'entrepreneur que l'agent des impôts. Vous savez très bien qu'au Cameroun, quand on vous fait un avis de mise en recouvrement, un avis de mise en redressement, pardon, un AMR, c'est davantage une invitation à négocier. Davantage. De sorte que si vous choisissez de prendre un avocat ou un conseil fiscal, vous irritez votre gestionnaire. Parce qu'il se demande si vous n'êtes pas camerounais. Il se demande si vous n'avez pas compris ce qu'il veut vous dire. Venez le voir. On discute, on trouve un accord sur ce que vous devez finalement payer à la caisse de l'État et ce que vous devez payer ailleurs. Et tout le monde est content.
Alors, quand on est dans un contexte comme celui-là et qu'on parle de lutter contre la corruption, il faut qu'on soit sérieux et qu'on sache exactement ce qu'on veut faire. Multiplier les institutions, multiplier les rapports, sans que cela ne soit des solutions de fond, ne changera rien à la question. Et la corruption, c'est davantage une question de perception. Je veux dire qu'on est dans un contexte où la CONAC, et je plains la CONAC, elle aura beau faire tout le travail qu'elle veut faire, aussi excellent que cela puisse paraître, tant que l'environnement perçoit la corruption comme une norme sociale, ce qui est le cas au Cameroun. C'est un fléau, mec. Oui. Ça, tout le monde le sait. Oui, mais les Camerounais savent que c'est un fléau. Un, je parle aux sociologues, que vous êtes. Deux, ont déjà normalisé la corruption dans leur fonctionnement. Parce que vous savez très bien que, et vous l'avez dit, je crois vous-même, il y a d'une part la corruption active et d'autre part la corruption passive. C'est Serge Gauthier qui disait tout à l'heure que le fait de venir au travail 8 heures ne garantit pas qu'on ne va pas vous demander de venir faire suivre le dossier. Ce n'est pas moi qui ai inventé le concept de faire suivre. Ce n'est pas moi qui ai... Laissez-moi le dire, ce sont mes propos, docteur. Ce sont mes propos. Ça dit que vous êtes corrompu ou corrupteur parce que je ne le suis pas. Pendant que vous... En attendant que vous preniez la place de Leïla, je crois qu'elle dirige encore bien ce débat. J'aimerais voir ce que ce sera avec vous. Mais en attendant, je vous prie de me laisser le dire avec mes propres propos. Je crois que nous sommes justement en train de parler à des personnes qui vivent la réalité du quotidien. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous pensez qu'on parle des choses de manière éthérée. Moi, je suis dans le secteur de la justice. Je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. Tout le monde sait, dans le secteur de la justice, en tout cas tous les avocats savent que pour obtenir un extrait de plumitif, c'est-à-dire que quand on rend, si vous voulez avoir un extrait de ce qui s'est passé à une audience, vous demandez ce qu'on appelle un extrait de plumitif. C'est affiché, le prix est affiché. C'est 1500 francs et le timbre, c'est-à-dire que ça doit vous coûter maximum 2500 francs CFA. Mais posez la question dans l'opinion publique, qui est-ce qui a pu obtenir au Cameroun un extrait de plumitif à 2500? Demandez. Quand vous dites que je ne généralise pas... Vous l'obtenez à combien? Restons sur ce cas précis-là. Vous l'obtenez à combien à peu près? Au moins pour savoir. Dans la pratique, cela s'obtient minimum à 5 000 francs. Donc vous payez souvent 5 000. Dans la pratique, cela s'obtient. Ce n'est pas un cas isolé. Je ne parle pas de moi. Je parle d'une pratique que personne ne contredira s'il exerce le même métier que moi et s'il est confronté aux mêmes juridictions que moi. Ça s'est normalisé. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme normalisé. La corruption au Cameroun s'est normalisée au point où on estime que ce n'est même pas normal que vous ne veniez pas demander votre extrait de plumitif avec vos 5 000. On trouve que c'est vous qui n'êtes pas normal. Si vous dites que non, mais écoutez, c'est quand même affiché que ça coûte tant, on vous dira, ok, attendez, vous allez faire une demande, vous allez déposer chez le greffier en chef et vous allez attendre. C'est ça le problème. Et donc, moi je dis... Vous allez attendre et vous l'obtiendrez à 2500? Vous allez attendre. Non, si vous l'obtenez à 2500, il faudra faire suivre votre dossier. Il faudra vous organiser pour que le dossier soit suivi. Moi, ce que je veux dire, c'est que... Pour terminer, pour sortir. Arrêtons chaque fois de se réunir pour faire les messes sur des choses qu'on sait que ça ne marche pas. Si on veut vraiment régler le problème de la corruption, de la même manière que l'on veut régler le problème de l'efficacité de la performance de la fonction publique, je crois que ce qu'il faut faire, ce sont des réformes, et des réformes sérieuses, de fond. Ce qui implique que l'on se pose les bonnes questions, que l'on identifie les vrais problèmes et que l'on trouve de bonnes solutions. Autrement, on sera en train de proposer chaque fois des gadgets qui peuvent atteindre certains objectifs au demeurant, mais qui, dans le fond, ne peuvent pas être là pour régler le problème qui est celui de la gouvernance. Entre autres solutions, le révérend Dieudonné Massingam propose l'introduction dans les systèmes scolaires d'un cours d'éducation à l'intégrité, et ceci dès le primaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces solutions? Il y en a déjà. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution, monsieur? Je pense que la solution est bonne, mais je vais vous dire un truc. Quand vous prenez votre enfant, vous le mettez à l'école, dans un système anglophone. Quand il vit dans un environnement francophone, il va continuer à parler français. Donc vous prenez ce cours, vous l'introduisez à l'école, vous enseignez ça à cet enfant qui vit dans un environnement où tout est corrompu. Ça ne va pas enlever qu'il soit corrompu. C'est déjà une début de solution, comme Maître l'a dit tout à l'heure, c'est un gadget.
qui va se limiter aussi à son niveau. Mais j'ai envie de vous dire... Qu'est-ce que vous proposez justement? Comment lutter efficacement contre la corruption? Moi, ce que je propose va se limiter au niveau de ce que tout à l'heure M. Onanine a appelé slogan. Parce que ça ne sera qu'un mot que je dirais. Ça veut dire le niveau d'engagement patriotique de chaque Camerounais. Il faut que chacun soit conscient de ce qu'il représente pour son pays. Ce n'est que lorsque tous les Camerounais, c'est pour ça que je dis, mais est-ce que ça ne commence pas quelque chose par la base, par l'éducation? Le début de tout ça serait comme un référendum. Quelque chose où on mobilise tous les Camerounais pour appeler, pour qu'il y ait un sursaut d'orgueil, que nous tous ensemble, comme un seul homme. Et c'est le président de la République qui aujourd'hui représente toute la population camerounaise est mieux placée pour nous dire, mais attention, pendant que les autres nations avancent, nous on marque le pas sur place à cause de nous-mêmes, à cause de chaque Camerounais. Serge Gauthier Onanine a fait appel aux lois. Il parle de lois qui doivent être mises en place. Je vais vous dire un truc. Pensez-vous que le Camerounais soit suffisamment... La loi ne suffit pas. Il suffit qu'on nous mette devant nos responsabilités, que chacun se pose la bonne question. Qu'est-ce que je fais pour que ça marche? Et alors, en ce moment-là, ça va marcher. Je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi les Camerounais... la dernière élection présidentielle... La dernière élection présidentielle de 2018, on avait pratiquement 7 millions d'inscrits. On a eu moins de 4 millions de votants. On a eu pratiquement 3 millions de personnes qui ne s'intéressent pas à ça. En fait, ils ne trouvent pas leur engagement en ça. Ça ne les intéresse pas. Ils sont au Cameroun comme s'ils étaient de passage. Très souvent, même lorsque quelqu'un doit s'inscrire dans une liste électorale, il faut que tu lui dises si tu vas offrir un jus ou si tu dois qu'il paie son transport pour qu'il parte de chez lui pour arriver là-bas. Les Camerounais ne s'intéressent pas à leur pays. C'est une distraction pour eux. Mais est-ce que c'est possible, de faire de ressusciter en eux? Comment on ressuscite ça? Aujourd'hui, c'est possible. Si ceux-là qui sont aux affaires sont conscients que notre pays va très mal, que notre pays a besoin que tous les Camerounais s'intéressent à la gestion de ce pays, alors ils convoquent quelque chose comme un grand référendum où tous les Camerounais, du plus insignifiant au plus utile, se prononcent pour que chacun soit conscient que franchement il faut que ça change. Il faut que chacun change chez lui. Et à partir de ce moment, c'est comme, je ne sais pas comment on va faire, comme un type de référendum où on dit aux Camerounais qu'est-ce qu'il faut faire. On convoque comme une semaine de dialogue national où à tous les niveaux, dans tous les quartiers, un truc. Je ne sais pas comment je vais imaginer ça. Mais fait, ailleurs, conférence nationale, vous voulez dire. Ailleurs, ce que les deux autres co-panélistes ont dit, c'est qu'ailleurs, il y a des lois. Vous pensez qu'au Cameroun, on n'a pas besoin de lois, ça doit partir. Je peux vous rassurer que dans notre pays, on a tellement de lois. Mais je parle sous le contrôle de Maître Diao qui est à côté de vous, que le problème de notre pays, je ne crois pas que ce sont les lois. Parce que s'il faut appliquer toutes les lois qu'il y a dans notre pays, j'avoue qu'on sera encore plus mal à l'aise. Donc je pense que ce n'est pas un problème de loi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de conscience patriotique. Il faut que chaque Camerounais soit responsable de ses propres... Allez-y docteur, on va sortir de ce sujet en une minute chacun. C'est important, il faudrait remettre l'accent sur l'éducation de masse. C'est à sa place aussi, la famille. Ça commence par la maison et c'est très important. Parce que l'individu que l'on renvoie... Non, permettez, permettez, et c'est ça le problème. À aucun moment ici, je crois, je n'ai pas dit que l'État a sa part de rôle à jouer. Lorsqu'on parle... Non, a quelque chose à faire. En fixant qui fixe les lois, ce n'est pas la famille qui fixe les lois. C'est l'État qui fixe un ensemble de règles et de principes dans lesquels la population va devoir suivre. Mais il y a, lorsqu'on parle de l'éducation, il faudrait que la famille, les parents se remettent un peu en cause. Moi, je n'ai pas été d'accord. Quand il l'a dit, le Cameroun est totalement corrompu. Non, et puis je lui ai posé la question. J'ai essayé de lui poser la question. Elle s'est dit que vous êtes corrompu parce que moi, je ne le fais pas. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles je me trouve, quelle que soit la position dans laquelle je me trouve, je sais que c'est des valeurs qui ne m'ont pas été inculquées par mes parents. Du coup, je ne le ferai pas. C'est parce que j'ai faim que je vais voler. On m'a appris à ne pas voler. Et là, c'est l'œuvre de mes parents. Il faudrait également que nous, les parents, nous apprenons, nous commençons à inculquer des valeurs de ce genre, ces valeurs propres à l'Afrique, à nos enfants. Vous avez parlé, par exemple, tout à l'heure de l'intégrité dans les écoles. Je vous ai dit, malheureusement, que ça existe. L'éducation civique, l'éducation morale, les valeurs telles que l'intégrité, les fléaux sociaux, on les cite, on les dénomme, on essaie de montrer si les lois existent, si les lois existent, ces cours-là existent également, c'est quoi le problème finalement? Le véritable problème, vous allez vous rendre compte que la question de l'éducation de base n'est pas à négliger. Et ce qui incombe aux parents, c'est pas à négliger. Donc, le problème, c'est les parents. D'accord. C'est pas à négliger. C'est vous qui l'aviez dit. Serge Gauthier Onanine, vous voulez parler de l'indice de perception de la corruption. Ensuite, oui, vous y revenez rapidement et puis comment renforcer l'efficacité de la CONAC. On va sortir de ce sujet. Je voudrais rapidement dire à M. Diou qui disait que
la CONAC existe parce que la corruption, donc il a voulu démontrer que son existence n'est pas pertinente. J'ai envie de lui dire que la justice existe pour dissuader les gens, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des prisons. C'est-à-dire que tout le monde voit, c'est qu'il y a la justice qui existe là. Si vous faites quelque chose, vous serez condamné. Ça peut être que vous payez financièrement, que vous n'alliez pas en prison. Mais les gens continuent à poser les actes. Ça n'empêche pas la justice, à ceux qui ont conçu la justice, de continuer à l'améliorer. Moi, je ne suis pas dans le déni. Je suis dans ce que... je suis d'accord qu'il faut des réformes. Parce que la CONAC n'a pas suffisamment de moyens pour cette réforme. Mais le problème de fond, comme quelqu'un disait, j'entends dire les lois. Non, ce n'est pas la loi, c'est la volonté politique. Il faut que ceux qui sont là aient la volonté politique. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Sur ce, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. C'est-à-dire que... La volonté politique, ces gens qui vont prendre cette volonté doivent être animés par quel sentiment? Non, non, ça s'appelle le bon sens. Le bon sens, c'est-à-dire la capacité à distinguer le bien du mal et de savoir que ce que je fais n'est pas bien. Et le parent intervient, voilà. Sauf que le parent intervient. J'ai mon temps de parole. Sont inculqués par le parent. Mon temps de parole. C'est ça le bon sens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un ascenseur et quelqu'un vous agresse verbalement, vous ne lui assénez pas une gifle au nom du patriotisme. Ce n'est pas le patriotisme qui vous empêche, qui vous interdit de lui asséner une gifle. C'est le bon sens. C'est que je peux me maîtriser et que je considère que peut-être mon adversaire, j'ai une force supérieure qui peut envoyer mon adversaire à l'hôpital et le rapport est disproportionné. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme, c'est le bon sens. Faire ce qui est bien et ne pas faire ce qui est bien. Vous terminez alors, rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit il faut de la volonté politique. Oui. Et en plus de cette volonté politique, il faut que cette volonté politique accompagne l'application des lois. Et cette application des lois elle-même, ces lois elles-mêmes doivent être renforcées par le Parlement. Parce qu'aujourd'hui, ce rapport de la CONAC dit quoi? C'est un message au président de la République, au Parlement. La CONAC peut donc mieux faire, mais elle dit qu'elle n'a pas les pouvoirs, elle n'a pas les moyens. Et un certain nombre de blocages de lois existent, en commençant par leur article 66, qu'ils doivent faire appliquer. Qu'ils fassent donc appliquer les lois, que le Parlement et le président de la République, puisque chez nous les députés n'introduisent jamais les lois, il faut donc que le président de la République introduise une loi qui donne davantage de pouvoir à la CONAC. Et qui permettent par exemple à la CONAC de saisir directement le ministère public lorsque des faits de corruption sont avérés. Je suis donc d'accord avec toi, Serge Gauthier. Je dis donc, et peut-être que j'ai été mal compris, non. Je suis tout à fait d'accord lorsque vous parlez de volonté politique, on est sur un plateau, il faut quand même garder certaines convenances. Lorsqu'on parle de volonté politique, et c'est pour ça que j'ai indiqué que c'est une certaine volonté politique qui a abouti à la création de la CONAC. C'est une certaine volonté politique qui refuse de lui donner les moyens qu'il faut. C'est la même certaine volonté politique qui renforce ou alors qui multiplie les institutions censées lutter contre la corruption en refusant obstinément d'appliquer les seules mesures qui peuvent régler le problème à la base. C'est comme avoir un panier qui est percé dans le fond et y verser de l'eau chaque fois avec des couleurs différentes. Alors que la solution la plus simple, c'est simplement fermer le fond du récipient. L'article 66 de la Constitution est là pourquoi? Il est là pour que l'on puisse, chaque fois qu'un responsable public accède à certaines fonctions, que l'on puisse à un moment donné avoir un marqueur de temps qui dit « Ok, avant d'entrer en fonction, il avait tel patrimoine. Maintenant qu'il est en fonction, il a tel autre patrimoine. Et après avoir occupé cette fonction-là, il a tel autre patrimoine. » C'est mathématique, ça permet d'observer la progression de ses ressources. Et là, on peut savoir si c'est en relation avec la fonction qu'il a occupée ou pas. Quand on refuse ça, on crée un flou, vous avez des générations spontanées de richesse. Personne ne peut vous dire d'où c'est venu, personne ne peut vous dire comment c'est venu. On refuse d'appliquer l'article 66. Quand on refuse à la CONAC le pouvoir de saisir le ministère public, d'engager l'action publique pour des faits de corruption, mais je suis d'accord quand Serge Gauthier dit qu'il y a la justice qui existait déjà, mais ça veut dire que la justice elle-même avait déjà ce pouvoir. C'est-à-dire que n'importe quel procureur de la République... Vous terminez, maître. Vous aller même dans... Vous terminez. Pour vous voler 30 secondes dans votre parole, bon, il faut également ajouter à cette CONAC que la CONAC ait des compétences et une expertise avérée, parce qu'elle se mêle beaucoup les pédales et se trompe parfois de prérogatives. Ce que je voulais donc dire pour terminer, c'est que pour ma part... on peut mettre fin à tout ça si on
ramène au cœur de la volonté politique la notion d'exemplarité et surtout celle de la reddition des comptes. Si on crée un système dans lequel les gens qui commettent des impairs face à la loi savent qu'ils seront punis, la perception de la corruption va régresser. Mais si on est dans un contexte où certains peuvent se permettre de poser certains actes, parfois au vu au su de tout le monde, en étant certains qu'il ne leur arrivera rien, vous aurez toujours un monde où, un pays où, pour emprunter au professeur Hubert Monondana, où on a normalisé l'écart et on a écarté la norme. Conseil régional, la session de plein droit a lieu le 22 décembre prochain. En attendant, dans les formations politiques, on affûte ses armes. On va commencer par vous, docteur. Si la capacité au nom d'un exécutif régional à impulser le développement dépend aussi du profil de ceux qui l'incarnent, au niveau local, que dire finalement de ces nouveaux élus? Est-ce qu'ils peuvent constituer des soldats du changement? J'emprunte l'expression au messager. Je ne vais pas peut-être emprunter la même expression que Gauthier, mais il est important de juger le maçon au pied du mur. Les personnes qui ont été élues ont été particulièrement pour le RDPC. D'ailleurs, ce n'est que ces personnes-là que je connais ont été criées sur le volet, ça je peux vous le dire, ont été choisies avec la plus grande sagesse et élégance parce que le défi, il est très grand. Ça, il faut le dire, le défi, il est très grand et les enjeux sont également énormes. Donc, du coup, il fallait des personnes qui ont une connaissance sur un ensemble de domaines bien précis et des personnes qui ont un ensemble de valeurs propres au développement et à l'émergence, comme le chef de l'État l'a si bien dit, à accompagner, n'est-ce pas, l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Parce que l'objectif majeur de cette dernière phase de processus de décentralisation devrait simplement, n'est-ce pas, assurer, parce que toutes les actions qui seront menées vont simplement assurer, n'est-ce pas, davantage, non seulement l'épanouissement de la population que nous sommes, du plus bas peuple que nous sommes, mais également le développement de chaque région, de chaque localité. Donc maintenant, on va arriver à un niveau où toutes les populations de la région vont se sentir concernées et impliquées dans le processus de développement. Donc pour cela, vous voyez qu'il était de bon temps, il était important qu'on mette sur pied des personnes qui ont la connaissance nécessaire, la sagesse nécessaire et surtout la main sur le cœur pour pouvoir accompagner un tel projet. Maître Roland Dioou, avant Monsieur le maire et avant Serge Gauthier, on constate justement le retour de certains caciques qui pendant longtemps ont été aux affaires. Est-ce que le passage aux affaires commande un renouvellement de confiance? Vous allez me permettre d'esquisser ce léger sourire que je viens de faire parce que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé lorsqu'on mettait en place le Sénat. On a l'impression au Cameroun que, au-delà de tout le discours qu'on entend les militants du RDPC clamer sur les plateaux de télévision, au-delà des intentions affichées, la vérité c'est que ces institutions leur servent de maison de retraite, pour faire simple. Quand vous avez des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, etc., qui, parce qu'ils ne sont plus en activité, se découvrent une vocation à incarner le changement ou en tout cas la décentralisation, alors qu'ils n'ont pas de fait d'armes ou ils n'ont jamais montré, par exemple, qu'ils sont intéressés simplement par le fait qu'il y ait une gestion locale. On se demande bien si le verre n'est pas dans le fruit. Vous voyez bien que de toutes les régions, ces élections montrent bien que c'est les mêmes, en fait. Les anciens ministres, les anciens directeurs, etc., qui se sont retrouvés casés au sein des conseils régionaux pour faire quoi? La bonne question est là. Maintenant, vous savez que pour nous, la question des élections régionales était un non-événement. On est obligé de constater simplement que désormais, le paysage politique sera animé pour 5 ans, dit-on, par ces conseils régionaux élus. Sans faire le procès de ces conseils régionaux, ni même de la décentralisation, j'aimerais à nouveau convoquer le concept de la volonté politique pour indiquer quand même que on observe quand même que ces conseils régionaux sont mis en place lorsque la décentralisation elle-même se retrouve centralisée.
vous me pardonnerez la figure de style, parce qu'on a choisi précisément, pour accompagner le processus de décentralisation, de créer un ministère à Yaoundé qui est chargé de la décentralisation et qui freine des 4 fers. On l'a vu lorsqu'il était question de discuter du budget, que décidément, on ne veut rien transférer. Donc, par hypothèse, ces conseils régionaux auront pour premier combat de s'assurer que ce qui leur est reconnu comme compétence leur sera effectivement transféré avec les ressources qui vont avec, ce qui n'est pas une chose de gagner. Deuxièmement, on observe que ces conseils régionaux sont supposés régler le problème du développement local. Mais sommes-nous vraiment certains que les vieilles habitudes qui ont souvent la peau dure ne vont pas s'éterniser dans ces conseils régionaux où on a encore, c'est la question. Où on a encore une grande mainmise du RDPC, de la préfectorale. Bon, la préfectorale, on va poser la question. D'abord la préfectorale, ensuite une préfectorale colorée aux couleurs de la flamme qui est le symbole du RDPC qui nous brûle depuis une quarantaine d'années. De ces nouveaux conseillers, avec cette élection, l'accélération du développement, avec l'intégration de toutes les composantes de la région pour se pencher sur le bien-être et l'épanouissement des populations. De notre côté, on sait que bon nombre de ces conseillers régionaux, finalement, je crois que c'est 601 sont du RDPC. Je crois que c'est 601 conseillers. Arrêtez-moi si je me trompe, docteur. 601 conseillers régionaux sont du RDPC. Comme à l'Assemblée nationale où le RDPC a une majorité écrasante, un peu également comme au Sénat où le RDPC a une majorité écrasante, est-ce que ceux qui sont déjà dans ces institutions, l'Assemblée nationale et le RDPC, agissent suffisamment dans l'intérêt du peuple camerounais pour qu'on pense finalement que ceux qui seront dans les conseils régionaux agiront également dans l'intérêt du peuple camerounais? À la vérité, ce n'est pas moi que vous auriez dû poser cette question. Vous voulez que je pose la question au docteur? Vous auriez dû poser cette question aux électeurs qui continuent à être déçus, à se plaindre tous les jours que ces élites-là, ces personnalités viennent faire campagne dans les grosses cylindrées, baissent les vitres pour leur parler de l'intérieur de la voiture et ne reviennent que 5 ans plus tard, et au nom d'un maquereau et du pain, de la sardine et d'une bière, les vôtres. C'est à eux que vous devriez poser cette question. Non, je pose la question au peuple camerounais. Peuple camerounais, es-tu suffisamment mature et conscient de ce qui t'arrive? Qui est responsable de ce qui t'arrivera? Peuple camerounais, c'est la bonne question. Maintenant, quand j'ai fini de répondre à cette question au nom du peuple camerounais, je lui ai posé la question à lui. Pour interpeller sa responsabilité. Je voudrais rappeler à Ahmed Diou un petit élément très important. On revient toujours sur la notion du rôle du préfet. Je vous rappelle que la décentralisation n'est pas un État dans un État. C'est le fédéralisme qui est un État dans un État. La décentralisation, c'est une délégation de pouvoir avec un contrôle de l'État qui vérifie de la régularité des actes pris. Et celui qui est responsable de la régularité, le vérificateur de la régularité des actions prises, c'est le préfet. Je parle en présence de mais qui pourra me démentir? Non, je confirme. Voilà. Merci. Donc c'est ça la décentralisation. Parce que tout le temps on rappelle les préfets, les gouverneurs. Il faut bien qu'elles soient expliquées aux gens. Maintenant, il peut arriver que soit le maire, on ait des maires qui n'aient pas les aptitudes nécessaires face à des préfets malins, ils les induisent en erreur et inversement. Quand j'ai dit ça, moi je vous dis, Madame Leila, nous sommes allés à ces élections pour 2 raisons. Premièrement, pour des raisons de cohérence. Nous ne pouvons pas, après que les précurseurs de la démocratie dans les années 90 aient estimé que le pouvoir était confisqué, c'est-à-dire on appelait, le mot revient tout le temps, il y avait le jacobinisme. Tout était centralisé à Yaoundé. Tout était géré à Yaoundé. Tout était décidé à Yaoundé. Il fallait qu'on segmente, on émiette un peu le pouvoir pour que le Camerounais d'en bas, se retrouve, soit bénéficiaire des décisions et du développement. Nous sommes donc allés là-bas. Malheureusement, nous on est allé avec une volonté d'une décentralisation entière et totale. Nous allons donc voir si elle est entière et totale. Et c'est le lieu pour nous de mettre le RDPC, de faire ce qu'on appelle la décentralisation en procès. D'ailleurs, chez nous, c'est déjà un thème dans le opus. Décentralisation en procès. RDPC, vous nous avez tellement vanté que la décentralisation, nous aussi on la pense, hein, ça fait partie de notre projet de société. Mais vous nous dites que votre décentralisation à vous, RDPC, est la meilleure.
Vous avez donc 5 ans pendant lesquels vous allez nous montrer que vous avez cette capacité. Sauf que, vous terminez. et c'est là, ça répond à votre question, c'est là où c'est intéressant. Madame Lila, vous savez pourquoi la décentralisation, beaucoup de maires ont des difficultés aujourd'hui? Pourquoi? Parce que tout le monde a vu les collectivités territoriales décentralisées comme des institutions de gestion des budgets, des ressources qui sont transférées. Et non pas comme des institutions de création de richesses et d'emplois. Ça veut dire que les gens sont dans ce qu'on appelle le déficit de compétences. Vous comprenez? Que ce soit dans le RDPC ou dans d'autres, chez d'autres acteurs concurrents qui occupent des positions de pouvoir centrales. Parce que je ne vais pas dire à M. Billon que ce n'est pas lui qui décide au bout du compte, mais il y a des partis politiques dont le maire titulaire est, est de l'opposition, mais il n'a pas la compétence. Vous savez, et je l'explique ça simplement, Madame Lila, si on construit la route, on transfère de l'argent dans votre village ou dans votre quartier, on vous construit la route, on vous met un centre de santé, on met l'école. Si personne ne travaille dans votre quartier, personne ne pourra emprunter cette route pour se déplacer parce qu'il faut payer le transport. Si vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'école. Vous ne pouvez pas lui payer la scolarité, la santé. Vous comprenez donc qu'en plus des infrastructures, il faut aider les populations à être autonomes. C'est pour ça qu'il faut créer la richesse et l'emploi. Et c'est là où le RDPC a attendu. Malheureusement, pour nous, on est, et quelqu'un l'a dit sur un plateau inconsciemment. Vous sortez. Ça confirme cette confiance qu'on est en train de renouveler au cadre du RDPC et aux anciens, nous confirme que le RDPC appartient à ce qu'on appelle le parti des cadres. Parce qu'il y a 3 types de partis. Parti d'électeurs, parti de masse et parti des cadres. Les partis des cadres, ce sont des partis qui sont constitués de la noblesse et de la bourgeoisie pour conserver les privilèges et les avantages. Donc, bande d'amis, quand ils paient un avantage ici, au nom du copinage, on les replace et le destin du Cameroun en Monsieur le maire, ces nouveaux venus, est-ce qu'ils peuvent révolutionner justement le paysage de la gouvernance locale au moment où l'État central est accusé de tout confisquer? J'ai envie d'applaudir dans la conclusion de Serge Gauthier qui nous confirme que le RDPC... C'est bien finalement, au début vous vouliez vous battre, maintenant vous... C'est un pas. Il oublie que il n'a jamais compris que nous sommes concurrents. Allez-y, allez-y. Le RDPC, effectivement, c'est un parti des cadres. Comme vous constatez, les noms qui vont revenir mardi, c'est ceux qui étaient déjà quelque part et qu'on veut recaser, il faut les récompenser. À un moment, on a eu l'impression qu'ils avaient été frustrés, parce qu'on n'a pas pu prolonger 2 fois sa retraite à 4 ans, donc il faut retrouver ou le recaser. Je pense qu'au-delà de cette vision des choses, il faut aussi reconnaître quand même que ces gens ont amassé une certaine expérience dans les postes qu'ils ont occupés auparavant. Et que qui pourra servir? Et que cette expérience-là peut être bénéfique pour une institution nouvelle. Parce que la décentralisation qui est en train d'être totalement mise en place a besoin des personnes, je ne veux pas dire mieux outillées, mais dans tous les cas, qui peuvent mieux s'adapter. Parce que lorsque vous avez été gouverneur pendant 30 ans, aujourd'hui en retraite, vous devenez président régional, ce n'est pas le même contexte, mais on peut facilement s'adapter, je suppose. C'est comme quand on a été... je prends un exemple banal, on a été un bon conducteur de bus, et après vous retrouvez... Là, je ne suis pas d'accord avec vous, et je vais vous voler 30 secondes de votre temps. L'expérience ne sera jamais une chose de compétence, cas pratique dans le gouvernement actuel. Le directeur général des impôts, qui fait un travail extraordinaire en termes de recettes, est un jeune homme. Il n'est pas prouvé qu'on aurait pris quelqu'un qui est 3 fois le nombre d'états de service, ces états de service ou les expériences qu'il aurait fait mieux. Arrêtez de penser que... On referme la parenthèse. Refermons la parenthèse. Encore que je dis que je suis d'accord aussi avec ce qu'il vient de dire. Je voulais seulement dire une chose. Au Cameroun, la réalité, lorsqu'on veut vous recruter, on vous demande le nombre d'expériences. Vous entendez dire on cherche un journaliste qui a 15 ans d'expérience. C'est pour ça que les plus jeunes qui sortent de l'école auront moins de chances pour être recrutés. En fait, je ne veux pas faire un procès d'intention à ceux-là qui seront élus mardi, encore que c'est une élection, sauf qu'on connaît comment les élections se passent au Cameroun, surtout dans la famille d'en face. Donc, ce sont des noms qui sont recommandés et qui seront forcément élus. Et à partir de ce moment, ces gens-là qui répondent, qui obéissent
à ceux qui leur ont permis d'être là. Parce que très souvent, ce n'est pas le peuple qui a décidé, c'est une personne qui a le pouvoir de mettre et de démettre. Donc, il faut obéir à ceux qui viennent. C'est pour ça que je suis contre la réflexion de la pensée unique. Je pense que chaque humain est libre de pouvoir commettre ses bêtises, chaque humain est libre de pouvoir assumer ses défauts. C'est pour ça que je continue de penser que lorsque vous êtes, vous, M. Bion, avec plein de défauts, ne faites jamais l'effort de changer pour devenir M. Ndéo ou un Serge Goto. Docteur Simo, sur un tout autre plan, quel pourra être l'impact de cette élection? On y va rapidement, en une minute chacun, sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. On y va rapidement. L'impact de cette élection sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. À la fin de ce départ, c'est que, vous savez, selon les textes, depuis 1996, ce processus avait déjà été mis sur pied dans les textes, mais c'est en 2020 que l'implémentation vient se faire. Simplement pour dire... Je note que vous ne répondez pas encore à la question. Simplement pour dire on n'a plus beaucoup de temps. Simplement pour dire que, quel que soit, je ne voudrais pas qu'on juge des personnes parce qu'ils ont fait 10 ans, 15 ans dans des actions, ils ont adopté un certain comportement. Du coup, on estime que le même comportement va se refléter dans des régions. Non, c'est le chef de l'État qui a imposé, n'est-ce pas, la mise sur pied parce qu'il a estimé qu'il était temps qu'on franchisse le pas. Et rassurez-vous, un ensemble d'éléments vont avec et vont obliger les uns et les autres à les respecter pour la bonne marche du Cameroun. Maintenant, en parlant de la partie oui, la décentralisation annoncée, est-ce qu'elle peut encore peut encore servir non, comme... elle va servir parce que l'un des problèmes majeurs, alors l'un des éléments sur lesquels ces populations s'attardent le plus souvent, c'est qu'elles ne sont pas responsables ou alors elles ne jouissent pas suffisamment de leur richesse, de tout ce qu'elles produisent. Alors maintenant, voilà une occasion qui est donnée à cette partie. Il y a tous les parties du territoire camerounais de pouvoir s'impliquer, n'est-ce pas, dans la création des richesses, comme l'a dit Gauthier, et pouvoir être capable d'exploiter ces richesses pour le développement de la localité plus particulièrement. La décentralisation annoncée peut-être mettre un terme à ce qui se passe dans le nord-ouest. Non, elle va mettre, parce que dans la mesure où il faudrait que toutes les populations s'impliquent dans ce processus-là, elle va mettre un terme à la... Et parce qu'au-delà de ce processus de décentralisation, il y a la reconstruction qui est mise sur pied par le chef de l'État, ça tout le monde le connaît, et ça nécessite beaucoup de moyens financiers. Donc il y a un ensemble de plans d'action qui sont mis pour cette région particulièrement, qui vont, n'est-ce pas, assouplir les cœurs des populations et les impliquer davantage dans le processus de développement. Dit que la décentralisation va mettre un terme à ce qui se passe. On a l'impression, docteur Simo, que finalement, les problèmes qui étaient posés au début de ce conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest sont les mêmes problèmes qui sont posés aujourd'hui. Est-ce que vous ne notez pas comme, je veux dire, une certaine dégradation de la situation? Justement, c'est perceptible, la dégradation, une fois du moment où certains partis politiques sont entrés pour en faire le fonds de commerce, c'est perceptible. Est-ce que les solutions de 2016 peuvent encore servir aujourd'hui en 2020? Non, elles ne seront pas obsolètes. 96. Elles ne seront pas obsolètes, permettez, elles ne seront pas obsolètes, mais elles auront... qui auraient pu servir en 2016 non, dans le mais elles auront un rôle à jouer. Elles auront un rôle à jouer. Peut-être totalement, ça ne va pas résoudre le problème, mais ça va déjà, ce serait un début de solution qu'il faudrait implémenter. Serge Gauthier, qu'est-ce qui doit prévaloir justement dans les profils des présidents des conseils régionaux? L'élection, c'est le 22. La compétence, si je suis candidat à une élection de président régional, je dois être capable de présenter clairement quelle est ma vision, c'est-à-dire qu'il y avait la vision du parti lorsque nous compétissions contre les adversaires. Maintenant, je veux présider aux destinées d'un organe de développement décentralisé. Je dois être capable de mettre en avant deux éléments. Mes états de service, c'est-à-dire mon CV, et maintenant ce que mon offre politique réelle en termes de plan d'action. Et donc, et c'est ça qui va prévaloir. Parce que si c'est pour dire, j'avais été délégué du gouvernement pendant 20 ans, oui, c'est bon, là-bas, tout venait de Yaoundé et tout. Maintenant, donc... Y compris le décret de nomination. Oui, y compris le décret et autres. Maintenant, donc, on a les régions où il va falloir créer. Comment vous faites pour ça? Comment vous faites ça? Qu'est-ce que vous proposez de tels aspects concernant la route, l'éducation, le travail, c'est ça que les gens attendent. Au Cameroun, et ce qui est extraordinaire au Cameroun, c'est que nous avons tous des CV. C'est ça. Mais que proposons-nous? C'est là où ce sera le véritable déterminant. Mais est-ce que dans les appareils épousent cette logique? Pas forcément toujours. J'ai envie de vous demander pour sortir, à quoi va s'atteler justement le MRC aujourd'hui, puisque le MRC n'a pas participé à l'élection. À quoi va s'atteler le MRC aujourd'hui? Le MRC continuera à travailler parce que le MRC n'a jamais arrêté de travailler. Travailler sur quoi?
on a toujours reproché au Cameroun, aux partis politiques, d'attendre les élections pour s'activer. Et aujourd'hui, on reproche... question qu'on doit poser à tous les partis politiques. Et aujourd'hui, on reproche au MRC de faire un travail politique en dehors du calendrier électoral. Surtout, et alors même qu'il choisit lui-même de ne pas participer aux élections dans certains cas. Donc, organiser les marches. Nous allons continuer à travailler. Ouais. Et je rappelle au docteur Simon, Okay. qui a certainement, en tant que sociologue, étudié mai 68 en France. J'aimerais lui demander si c'était autre chose que des manifestations publiques. J'aimerais lui dire qu'elle devrait sensibiliser. Elle a parlé d'éducation tout à l'heure. Je crois savoir qu'elle est également mère de famille. Donc, elle devrait enseigner chez elle que manifester est un droit fondamental garanti par notre Constitution et que user de ce droit, c'est un droit fondamental et c'est tout à fait normal. Et donc, inciter au non-respect des lois et institutions. et donc, si le MRC continue dans sa logique, c'est-à-dire la fonction tribunicienne et la fonction d'alerte, ce serait encore une fois rendre service à l'esprit patriotique tel que cela a été enclenché depuis les origines de ce pays que nous avons en commun par les Douala Mangabel, les Ruben Oumniobé, les Ernest Wandier et les autres. Pour dire un mot sur la décentralisation, j'aimerais simplement indiquer que la décentralisation en relation avec le Nord-Ouest et le Sud, c'est de dire que si on n'est même pas capable de se rendre compte qu'une solution qu'on propose en 2020 avait été prévue en 1996 et qu'entre-temps, beaucoup de choses, beaucoup d'eau ont coulé, alors ça veut dire qu'on n'a même pas la capacité d'avoir une vision. Et je suis donc sceptique quant à ce que vont nous donner les conseils régionaux, en tout cas les bureaux des conseils régionaux à venir. Surtout que la plupart seront contrôlés par ce parti-là qui, confronté à la gestion d'un ensemble plus grand, le Cameroun, nous a montré en 38 ans qu'il fait face à sa propre vacuité. Serge Gauthier-Onanina, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Maître Roland Diouvou. Merci également, Dr Marcel Simot. Merci à vous, Monsieur le maire. Pour sortir, vous avez dit tout à l'heure qu'à l'entrée de cette émission, vous avez dit que le fait d'être suspendu allait vous permettre d'économiser quelques pièces d'argent en ce qui concerne votre taxi pour vous rendre aux activités du parti. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que votre suspension levée, que vous retourniez simplement dans votre parti, que tout se passe normalement, que rien ne change finalement? On doit s'attendre à ça? Bien sûr, si ma suspension est levée, tout revient normalement. Si ma suspension n'est pas levée, je reste suspendu. Comment vous pouvez me demander à un prisonnier, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que si on vous libère, vous sortez? Bon, on peut vous libérer, vous choisissez d'aller dans la maison d'en face plutôt que chez vous, je veux dire que... Pourquoi vous pensez que j'irai dans la maison d'en face? C'est une question. Je pose la question. Tous les enfants choisissent d'abandonner, de quitter leur maison parce que leurs parents le maltraitent. Eh bien, si je suis maltraité par les miens, pourquoi je ne ferai pas la maison pour aller en face? Ah, d'accord. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est rediffusée demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche.